Salut tout le monde, je suis Julien Martel et bienvenue à la longue sortie. À ce temps-ci de l'année, là, je suis comme plus capable. Là, c'est aussitôt qu'il fait Ouais, beau, je te là, comprends. j'ai hâte d'aller dehors, là, vraiment. Là. Puis est-ce que tu t'entraînes pour quelque chose en particulier présentement? Mais j'ai quelques courses qui s'en viennent, en fait. J'ai deux demi-Ironman 70,3, un en début mai et l'autre mi-mai environ. Le OK. premier à Saint George, Utah, deuxième à Chattanooga, Tennessee. Mais je les vois plus comme des courses B. Puis moi, mon focus, c'est plus la distance Ironman. Ouais. Ça va être Lac Placide en juillet. Fait que j'ai trois demi avant ma grosse course qui est en juillet. Fait que euh, c'est ça, je les considère plus comme des courses de préparation, bien que quand même je vais être en bonne forme pour ça. Mais même si je suis pas au meilleur de ma forme, je sais que ça fait partie du plan d'atteindre mon pic de performance plus au milieu de l'été, là. OK, c'est cool. Puis, tu sais, si je regardais, ben, tu sais, t'es un des athlètes professionnels que je suis, ça fait quand même un petit bout. J'ai regardé un peu ton parcours. Moi, je me rappelle quand tu avais fait Canada Men, ben, ça fait pas si longtemps, là, tu sais, que tu avais fait le course record. C'était la dernière fois que tu l'as fait. Ouais, en 2022, ouais. En 2022, je pense, je me rappelle, tu étais tellement en avance que tu étais arrivé à une place où il y avait un train qui a passé, puis il a fallu que tu attendes, genre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste, mais par hasard, dans le fond, c'est comme. J'ai attendu presque 15 minutes. En fait, je pense que le temps exact, c'était comme 13 minutes. Puis, sur le coup, j'étais comme un peu fâché. J'étais comme, oh non, je veux pas tu sais, perdre le momentum ou me faire rattraper par quelqu'un. Mais au moins, ce qui m'a rassuré, c'est qu'il y avait comme les organisateurs étaient là pour pouvoir au moins prendre mon temps, calculer, savoir exactement combien de temps j'ai été arrêté. Puis, ils ont pu le soustraire à mon temps. Mais j'en ai profité comme. J'avais un peu envie d'uriner, fait que j'ai uriné, j'ai mangé beaucoup. Donc, mais c'est sûr qu'arrêter dans le milieu d'un Ironman, Ouais, c'est c'est peut-être pas l'idéal. Là. Après, c'est un peu difficile de repartir, mais c'était pas trop pire quand même. c'est clair. Puis, tu sais, pour les gens, tu sais, je pense que, tu sais, bon, de mon côté, comme les gens qui suivent un petit peu plus ce que je fais, tu sais, il y en a chez qui ça va être des athlètes amateurs, il y en a chez qui c'est des gens qui s'entraînent là, pour le plaisir, il y en a chez qui veulent se remettre en forme ou qui veulent vraiment juste changer un petit peu leurs habitudes de vie. Fait que je pense que c'est pas tout le monde là, qui suivent le podcast, qui te connaissent. Fait que, tu sais, comme petite intro, si tu peux nous parler un peu de ton background, puis euh, comment tu as fait ton parcours pour te rendre triathlète professionnel et à la fois quand même là, poursuivre un PhD, là, ce qui est quand même assez rare là, comme profil. Oui, c'est ça, en fait. Mais j'ai toujours fait du sport d'endurance. Moi, mon background, c'est plus en ski de fond. Mais comme quand j'étais très jeune, j'ai fait un peu tous les sports, soccer, baseball, basketball. Mais j'ai vite réalisé que comme plus les sports un peu d'habilité, c'était moins ma force. Puis j'étais vraiment mieux quand c'était des sports d'endurance. Puis même dans le triathlon lui-même, j'ai réalisé que plus la distance était longue, mieux j'aimais ça aussi, puis mieux je pouvais performer. Donc, quand même assez relativement jeune, j'ai passé la distance sprint olympique vers le demi-Ironman. Puis, ça, quand j'étais plus jeune, je faisais distance sprint olympique, qui était comme plus, dans le fond, les triathlons en peloton. Euh, Puis j'ai essayé un 70,3, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis après, celui-là, je l'ai fait comme amateur, groupe d'âge. Puis après, j'ai décidé de me lancer comme professionnel. Puis ça va faire maintenant, je pense que c'est comme ma neuvième année comme professionnel. Puis ça va peut-être faire quasiment 15 ans que je fais du triathlon. Puis tu sais, niveau académique, dans le fond, moi, j'ai fait un double bac à McGill en ce qu'on appelle Food Science, Nutrition Science. Donc, dans le fond, je ne fais pas partie de l'ordre des diététiques, mais c'est quand même assez similaire à ça. Fait que c'est plus un peu, je suis plus un peu comme un scientifique des aliments, plus pour travailler dans l'industrie alimentaire. Euh, mais après, j'ai décidé de faire une maîtrise en sciences de l'activité physique à Trois-Rivières. Puis de combiner un peu l'activité physique aussi avec la nutrition. Puis après, récemment, en fait, j'ai débuté, en fait, là, ça va faire 3 ans, j'ai débuté un doctorat à l'Université de Sherbrooke en sciences de l'activité physique, puis plus axé vers l'hydratation puis la performance à la chaleur. OK. Puis ton PhD, est-ce que c'est un PhD par article que tu fais ou c'est un PhD, il faut que tu écrives une thèse vraiment? C'est pas, tu sais, dans le fond, mais avec une thèse. Dans le fond, dans, OK, dans les ma deux. thèse, il va y avoir. Mais techniquement, il faut avoir un minimum de 3 articles. OK. Selon ce que j'essaie d'inclure dans ma thèse, il va peut-être avoir comme 4 ou 5 articles.
Mais ouais, c'est plus par article, ouais. OK, très cool. Fait que ça, c'est quand même cool. J'aime ça, l'espèce de thème par article, parce que ça te permet vraiment d'aller, de faire comme tu sais, des projets de recherche vraiment clairs avec un outcome, puis mesurer quelque chose qui est centré sur tes intérêts. Est-ce que tu le fais dans autour un peu de ce que tu avais fait un petit peu plus là, au niveau hydratation et tout, ou est-ce que tu pousses dans d'autres, ou est-ce que tu peux en parler? Je sais pas, là, est-ce que dans quoi tu vas pousser tes articles plus? En fait, si j'ai fini dans le fond, toutes mes études pour ma thèse. Puis dans le fond, mon champ d'intérêt, c'est vraiment plus mais en fait, comme ma thèse, c'est comme comment performer à la chaleur. OK. Puis dans le fond, c'est, les stratégies une de mes études, c'est une stratégie d'hyperhydratation au glycérol, donc avant un effort. L'autre stratégie, c'est, le pair-refroidissement, donc le refroidissement pendant un effort. Puis c'est, dans le fond, on évalue l'efficacité d'un bandeau de refroidissement. Puis la troisième étude, mais dans le fond, avec ça, on va peut-être publier 2 ou 3 articles, c'est sur la validation d'un appareil qui, euh, qui mesure la température de façon continue, mais en fait, c'est plus une estimation de la mesure de ta température corporelle. Parce que dans le fond, cet appareil-là, l'appareil Core, qu'on peut voir, Ouais. je sais que les Norvégiens l'utilisent beaucoup. Ouais. Même des fois, ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes soit sur leurs réseaux sociaux, leur YouTube, eux l'utilisent, eux, ils travaillent vraiment en collaboration avec cette compagnie-là. Puis en fait, ils en mettent comme quasiment, je pense, à une dernière vidéo, il y avait quasiment 8 ou 9 Ouais. appareils Core sur le corps. Parce que dans le fond, c'est dans le fond ce que ça mesure ta température de la peau, puis aussi l'échange de chaleur. Donc, il y a un heat flux sensor. Puis avec un algorithme, puis en considérant ta fréquence cardiaque, ça peut estimer ta Hmm. température corporelle parce que plus l'effort est élevé, plus tu produis la chaleur métabolique. Fait il y a quand même une corrélation avec ta température corporelle. Donc, c'est une bonne façon d'estimer ta température corporelle. Puis c'est quand même quelque chose qui est très facile. Si tu as ta ceinture de fréquence cardiaque, tu peux juste le mettre là-dessus. Puis c'est comme c'est 200, $300, ce qui est quand même pas si cher parce que tu peux l'utiliser tout le temps, tandis que sinon, en ce moment, quand on fait nos études, c'est des piles soit gastro-intestinales, donc si tu l'utilises une Ouais. fois, puis c'est 80-90 $ que tu perds, ou sinon, c'est des piles rectales que ça, dans le fond, c'est la même pilule, dans le fond, mais tu peux l'utiliser plusieurs fois, mais c'est juste c'est moins pratique. C'est moins Euh, vendeur. c'est moins, c'est moins vendeur un petit peu, là, ouais, c'est ça. C'est clair. Mais c'est intéressant. Fait que là, toi, tu vas regarder dans le fond la validité un peu du core versus la température avec une des capsules, j'imagine, voir un peu C'est ça. En fait, l'adaptation. on l'a utilisé pendant l'étude qui était ma première étude, dans le fond, sur l'hyperhydratation au glycérol. En fait, les gens, ici, il y a eu une période comme de 2 heures d'hyperhydratation assis, puis après, ils faisaient un effort de 5 km à la chaleur. Hmm. Puis pendant cet effort-là, nous, on mesurait la température corporelle de façon gastro-intestinale. Mais en même temps, on a dit tant qu'à faire une étude, on a validé aussi cet appareil-là. Fait que le gold standard, c'était la température gastro-intestinale. Mais on l'a aussi mesuré dans une autre étude d'un collègue au laboratoire qui maintenant, lui, fait son post-doctorat à Montréal. Lui, c'est une étude plus sur les stratégies de refroidissement, mais plus pour les gens sédentaires. Tu sais, les gens chez eux, comme plus Ouais. dans le contexte dans le fond, à cause du réchauffement climatique, il va y avoir de plus en plus de heat waves. Donc, juste comment te refroidir quand tu es chez toi ou pendant que soit tu travailles sur ton jardin, des choses comme ça. C'est plus axé vers les personnes âgées parce que c'est les personnes vulnérables. Fait que là, il y avait aussi validé cet appareil-là pendant ces conditions-là. Fait qu'on a comme 2, 3 études qu'on a validé cet appareil-là. Fait que c'est intéressant de le valider dans différentes conditions. Que même selon le sport que tu étudies, ça peut varier selon le vélo versus la course à pied, des choses comme ça. Je comprends. C'est très cool. Puis, t'as-tu remarqué, tu sais, moi, c'est quelque chose que je me suis pas vraiment penché beaucoup sur. Ben, tu sais, moi, je suis un triathlète amateur, là, tu sais, je suis pas, je veux dire, j'ai beaucoup plus à gagner sur une bonne structure de programme, puis la respecter, puis la faire de façon constante dans le temps. Mais quand tu tombes à des athlètes qui sont plus à ton niveau, ben, je pense à tous les niveaux, là, quand même, le management de la température dans des activités là, comme un demi-Ironman. Le premier que j'ai fait, c'était le demi-Esprit à Montréal, autour du circuit Gilles Villeneuve, puis après ça, autour du parc, autour du bassin olympique. Puis il faisait tellement chaud, là, ça n'avait aucun sens. Puis, tu sais, c'est en septembre, tu sais, on s'attendait moins Ouais, à ouais, avoir ouais. cette espèce de chaleur-là. Tu sais, je te dirais, si je l'avais eu en août, j'aurais été probablement plus
près par le volume d'entraînement que j'avais fait dehors. Mais ça m'avait tellement tué sur la course, là, c'était comme Puis il n'y a hallucinant. pas beaucoup d'ombre aussi non plus sur la course à Ouais, pied là-bas. Là. ouais, c'était vraiment tough. Puis je me demandais, tu sais, est-ce que c'est à partir de quel, est-ce que c'est individualisé ou est-ce qu'il y a une température corporelle à partir de laquelle vraiment les performances vont vraiment diminuer pour un athlète? C'est ça, en fait, il y a vraiment plusieurs théories par rapport à ça. Tu sais, il y a comme la théorie de la température critique, dans le fond, quand tu atteins comme 40 degrés Celsius, c'est vraiment tu sais, ton body shut down. OK. Mais le problème c'est avec ça, c'est quand tu. Ça peut être le cas. Tu sais, certaines études, ils vont le faire en laboratoire, puis des efforts jusqu'à épuisement, puis ça va donner qu'ils vont terminer l'effort, puis leur température corporelle va s'approcher de ça. Tu sais, peut-être comme 39,5, 39,6 ou 40. Mais c'est jamais. Tu sais, une étude en laboratoire, c'est pas la même chose que la vraie vie. Tu sais, un marathon, un triathlon, surtout au niveau élite, professionnel, où tu as l'effet de compétition, tu as des fois de l'argent aussi en jeu. Ouais. Fait que, puis ce qu'on remarque, c'est que dans le fond, les athlètes sont capables de se pousser à un niveau encore plus élevé. Puis que souvent, dans le fond, quand on va prendre des données en conditions de course de compétition, les athlètes de haut niveau, il y en a beaucoup qui vont terminer l'épreuve en haut de 40 degrés Celsius. Fait souvent, les athlètes de haut niveau, il y a un effet sont capables de se pousser à un niveau encore plus élevé que un peu monsieur, madame, tout le monde en tant que tel. Puis aussi, l'autre théorie, dans le fond, comme du gouverneur central, que dans le fond, c'est que ton corps, il se protège en sachant que tu es à risque justement d'un coup de chaleur. Il va ralentir avant même, dans le fond, d'atteindre cette température critique-là, dans le fond. Avant d'atteindre un état critique que tu n'es plus capable d'avancer du tout parce que tu es en coup de chaleur. Mhm. Parce que là, ça peut avoir vraiment des effets très négatifs d'un point de vue neurologique. Fait que tu vas ralentir par toi-même avant d'atteindre ça. Mais que possiblement, dans le fond, peut-être que les athlètes de haut niveau, c'est juste parce qu'ils sont tellement motivés aussi, vont être capables justement de se pousser un peu plus. Euh, Puis justement, c'est peut-être ça aussi qui explique pourquoi ils sont capables de terminer un effort à une température encore plus élevée que la majorité des gens. Mais je pense aussi, tu sais, l'acclimatation peut avoir un effet là-dessus, que tu Ouais. es capable aussi de, de terminer à un effort plus élevé, une température corporelle plus élevée. Puis si l'acclimatation aussi fait que tu débutes ton effort en température corporelle plus basse, fait que tu as plus de temps avant d'atteindre ça. Puis il y a tout un côté justement psychologique que tu es justement de force mentale, en fait, d'être capable de, de dealer longtemps avec une température corporelle très élevée. Comme je pense à Christian Blumenfeld, quand il a terminé troisième au championnat du monde à Hawaï, que c'est des Ouais. températures très élevées, aussi un taux d'humidité très élevé également. Lui, je pense, dans le fond, c'est des données justement de l'appareil Core qui estime la température corporelle, mais au total, il y avait au moins un 30 minutes qui courait à une température corporelle estimée de plus de 40 degrés Celsius, ce qui est vraiment, vraiment énorme. Fait que ça démontre qu'il est capable de justement se pousser vraiment plus puis tolérer ça, ce que possiblement la majorité du monde serait pas capable de faire. Tu sais. C'est clair. Puis je pense que tu as répondu un peu partiellement à ma follow-up question. C'était quand on parle d'adaptation à la chaleur, puis les gens qui vont faire des périodes d'acclimatisation, le mécanisme par lequel tu vas mieux performer après à la chaleur, j'imagine il y a plusieurs facteurs, mais tu avais l'air à dire qu'il y en a un de ceux-là, c'est que ça te permet de commencer à une température un peu plus basse corporelle, puis ça retarde, dans le fond, la, ça retarde un petit peu quand est-ce que tu vas atteindre ta température critique, c'est un peu ça? Ouais, c'est ça. En fait, techniquement, il y a vraiment plusieurs effets Oui, bénéfiques de l'acclimatation à la chaleur. Euh, Puis un de ça, justement, ça fait une baisse de ta température corporelle au repos. C'est pas une immense baisse, mais si ça peut baisser de quelques dizaines de Celsius, c'est quand même ça. Fait que ça fait, dans le fond, que c'est comme ton corps peut absorber un peu plus de chaleur avant justement que ça atteigne une température dangereuse. Puis aussi, l'alimentation aussi à la chaleur, il peut y avoir une augmentation du volume plasmatique. Donc, ça, c'est intéressant, juste pour augmenter ta vasodilatation, donc tu peux mieux dissiper ta chaleur. Puis aussi, un des effets intéressants de l'acclimatation à la chaleur, c'est que ça, ça change, ça modifie c'est quoi le seuil pour que tu commences à suer. Dans le fond, tu vas suer à une température
corporelle ou de la peau plus basse. Fait que tu vas commencer à suer plus tôt. Puis également, ton taux de sudation va augmenter. Fait que tu sues encore plus. Donc, tu as une meilleure thermorégulation. OK. Euh, Puis également aussi, ta sudation devient plus efficace parce que dans le fond, tu vas mieux conserver tes électrolytes. Fait que dans le fond, ta sudation est un peu plus diluée quand tu es bien acclimaté. Euh, Fait que c'est ça, c'est la majorité des effets physiologiques de l'acclimatation à la chaleur, mais aussi des effets qui sont un peu moins parlés dans la littérature, mais c'est aussi des effets psychologiques de Mmh. t'entraîner à la chaleur. Puis moi, j'ai souvent fait un peu justement des protocoles à la chaleur pour ces différentes courses. Puis l'effet psychologique est très important aussi. Là, tu sais, comme les premières fois que tu fais ces entraînements-là, c'est très, très difficile. Mais le fait de le faire, si ça devient de plus en plus facile, t'es plus. Puis pas, je parle pas juste d'un point de vue vraiment physiologique, mais c'est mentalement, tu sais, c'est comme tu es capable de mieux dealer avec la chaleur. Ça devient moins comme un gros facteur stressant. Puis aussi, juste le fait de savoir que tu as fait un protocole qui te permet de bien euh, te préparer pour la course. C'est comme si tu sais que tu as bien fait ton protocole d'entraînement. Mettons, tu as bien suivi ton protocole d'entraînement. C'est un peu la même chose quand tu dis, ah, j'ai bien suivi mon protocole d'acclimatation à la chaleur, je suis un peu mieux préparé que les autres. Ça aide aussi à peut-être mieux performer également. Ouais, c'est clair. Puis la dose minimale, ben, en fait, tu sais, j'imagine c'est un continuum, là, mais tu sais, comme souvent, on va regarder notre montre Garmin, elle va nous dire OK, tu es acclimaté à la chaleur ou tu es acclimaté jusqu'à quel degré. Euh, c'est quoi la durée, tu sais, comme qu'on va dire OK, tu as fait assez d'entraînement dans un environnement assez chaud pour dire que tu as eu une bonne acclimatisation à la chaleur. Est-ce qu'il y a une dose standard ou c'est individuel, ça? C'est ça, tu sais, comme ce que je disais, il y avait différents effets physiologiques. Puis dans le fond, il y a certains effets physiologiques qui vont apparaître plus rapidement. Il y en a certains, comme après, comme 4 ou 5 jours d'acclimatation, tu vas déjà avoir des effets physiologiques. Mais pour, mettons, avoir la totalité de tous les effets, genre vraiment optimiser tout ça, c'est un 2 semaines. OK. Euh, Puis la majorité, idéalement, il faudrait à chaque jour faire un peu d'acclimatation à la chaleur, donc un 60 à 90 minutes d'acclimatation à la chaleur. Mais tu sais, en tant que tel, moi, ce que je suggère aux gens, dans le fond, qui se préparent pour une course chaude, c'est que tu as juste à débuter un peu plus tôt. Comme ça, tu n'es pas obligé justement de le faire nécessairement à chaque jour. Puis ça prend plus de temps à disparaître. Les effets physiologiques prennent plus de temps à disparaître qu'à apparaître. Euh, Fait que même, justement, aussi, tu ne veux pas non plus nécessairement faire beaucoup d'acclimatation à chaleur durant ton taper, durant ta phase d'affûtage avant ta course parce que c'est très demandant. Mais durant cette semaine-là, ou même durant les 2 dernières semaines, si tu fais comme une ou deux séances, mais idéalement peut-être 2 séances dans ta semaine d'acclimatation à la chaleur, juste pour comme ce qu'on appelle une réacclimatation à la chaleur, tu vas retrouver tes effets bénéfiques que tu avais eus. Fait que tu préfères, dans le fond, un protocole de 3 semaines un peu plus intense, puis aller aussi de façon progressive, vu que tu te prends plus de temps. Puis durant ta semaine avant ta course, là, tu fais peut-être juste deux séances. Puis là, ça va être parfait. Puis ça va faire que c'est quand même si tu ajoutes un stress de plus quand tu fais l'acclimatation à la chaleur. Fait que d'en faire trop justement avant ta course non plus, c'est pas l'idéal. Mais idéalement aussi, si tu es capable d'arriver, si la semaine avant ta course, tu arrives au site de course où tu vas faire la course, donc un endroit chaud, naturellement, tu vas comme t'acclimater de façon naturelle. Puis ça, c'est quelque chose aussi à prendre en considération là, quand tu fais un protocole d'acclimatation. Puis personnellement, j'ai fait de l'erreur, là, c'est que si tu dis, si tu as ton training, tu as un certain wattage à faire, par exemple, en vélo, mais si tu ajoutes la chaleur en plus, si tu ajoutes un stress environnemental de plus, c'est comme la même chose si tu ajoutes l'altitude ou quelque chose comme ça, c'est que c'est beaucoup plus difficile sur ton corps. Fait qu'il faut que tu ajustes ton intensité. C'est surtout pour les premières séances pour permettre de t'assurer d'être capable de faire l'entraînement, puis que l'entraînement, la charge totale de l'entraînement ne devienne pas trop importante, puis là, tu n'es pas capable de. Peut-être tu es capable de faire une ou deux séances, mais à la fin du bloc d'entraînement, tu es peut-être en surentraînement parce que tu as ajouté un stress trop important sur Je toi. comprends. Puis, c'est pour ça que ça devient intéressant pour ce type de protocole-là d'avoir, par exemple, un appareil comme l'appareil Core ou quelque chose, ou une pile rectale ou quelque chose comme ça. Parce Ouais. que si tu peux capable justement savoir t'assurer justement de ne pas atteindre, par exemple, en haut de 39,5, même en haut de 39 de température corporelle, au moins de ne pas t'assurer d'aller trop élevé parce que ça devient ça peut devenir dangereux. Puis après,
c'est plus bénéfique pour toi, ça peut être intéressant. Puis aussi de t'entraîner de façon constante. Fait que si tu vois que tu augmentes trop ta température corporelle, tu diminues ton wattage. Puis comme ça, c'est ta priorité, c'est vraiment maintenir une température corporelle au moins dans le 38,5 euh, durant la séance. Puis même si tu diminues ton wattage, c'est pas grave parce que tu dis que ta priorité de cette séance-là, c'est l'acclimatation à la chaleur. OK, ça fait du sens. OK. Puis est-ce que le sauna peut avoir un impact, la pratique du sauna, sur l'acclimatation à la chaleur ou pas vraiment? Parce que j'en ai, il y en a qui vont combiner un petit peu les deux, ils vont faire comme des 25 minutes dans un sauna super chaud, puis ils disent que les effets pourraient être similaires, mais j'imagine que c'est comme un moyen de plus, mais peut-être pas aussi bon que l'entraînement vraiment ciblé, là. J'aurais tendance à dire que les deux sont pas mal similaires. C'est juste OK. justement, il faut avoir accès à un sauna. C'est juste des fois, mais c'est le personnellement, je ne ferais pas seulement une acclimatation passive, donc seulement juste sauna. Je pense que de combiner les deux, c'est le meilleur. Puis en fait, même le combiner, c'est dans le fond, tu pourrais aussi faire ton entraînement. Donc, tu finis ton entraînement, déjà ta température corporelle est élevée. Puis tu combines ça avec un sauna ou Hmm. prendre un bain chaud. Pas tout le monde a accès à un sauna, mais Ouais. tout le monde a accès à un bain. Fait que si tu prends un bain chaud, mais ta température corporelle est mettons, à 36,9, 37, ça prend du temps avant de l'atteindre. Mais là, si tu te rentres dans ton bain, mais tu as déjà fait un effort, ta température corporelle est déjà élevée, ça va faire que ton acclimatation passive, donc la période quand tu es dans ton bain, va être plus efficace parce que tu vas être plus longtemps de température élevée. Puis un bain, c'est vraiment intéressant parce que dans le fond, ta sudation, elle ne te sert à rien dans le fond dans le bain parce que tu es dans l'eau. Fait que c'est encore plus intéressant selon moi que dans le fond un sauna. Mais tout Hmm. dépend aussi, dans le fond, c'est quoi les conditions de la course que tu vas faire. Tu fais-tu une course dans les conditions secs versus des conditions humides? Moi, je pense que c'est un facteur quand même important aussi à prendre en considération. Tu sais, dans le fond, si tu es dans une course humide, ça vaut la peine justement de t'entraîner dans des courses humides. Tu sais, j'ai déjà vu des gens qui allaient s'entraîner pour le championnat du monde à Hawaï, même les athlètes de haut niveau, des professionnels, mais ils allaient s'entraîner en Arizona, qui est très chaud, mais sec. C'est pas la même chose. L'idéal, c'est vraiment de s'entraîner dans les mêmes conditions. Donc, par exemple, l'équipe canadienne, avant les Jeux de Tokyo, qui allait s'entraîner à Hawaï pendant très longtemps. Parce que là, ça réplique bien vraiment les conditions de la chaleur, mais également l'humidité. Puis, donc, de prendre en considération ces deux choses-là. Vraiment, OK. Fait que, tu sais, comme un peu n'importe quoi, on essaie de garder une spécificité là, pour reproduire un peu des conditions similaires à ta course le plus possible, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des fois aussi, tu sais, là, c'est ça, on pense température ambiante, humidité, mais des fois, un autre facteur qui là, il est très difficile à répliquer, mais c'est la radiation du soleil. Que Hmm. ça, dans le fond, c'est un stress qui est des fois sous-estimé. Là, dans le fond, là, justement, quand tu arrives au site de course, que là, ça devient quand même un stress de plus à prendre en considération. C'est pour ça que justement, le- la meilleure option, c'est toujours de s'entraîner. Bien que tu peux répliquer de façon artificielle chez toi avec des radiateurs, Ouais, la meilleure option, c'est vraiment de s'entraîner dans un endroit chaud pour avoir la température, l'humidité, puis aussi les rayons du soleil qui, ça aussi, ajoute un stress de plus sur ta capacité de thermorégulation, là. clairement. Puis, tu sais, Puis ça, c'est là, après ça, tu sais, qu'on parle un petit peu des... je pense que c'est un beau segue. Tu sais, tu as tout le volet acclimatation, tu sais, entraînement, puis après ça, tu as toutes les façons que tu peux mitiger un petit peu cette augmentation de la température-là pendant ta course. Euh, À part se mettre de l'eau froide d'en face, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour se refroidir, genre, pendant une course? C'est ça, puis je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, c'est un sujet qui est de plus en plus populaire. Puis, tu sais, Ouais. par conséquence, justement, à cause du réchauffement climatique, de plus en plus de courses vont être chaudes. Tu sais, même tu sais, les derniers Jeux de Tokyo qui ont été extrêmement chauds, même les Jeux de Paris, même si la France, c'est pas nécessairement considéré comme un endroit extrêmement chaud, mais à cause du réchauffement climatique, on s'attend à des températures très chaudes. Même s'il y a les championnats du monde qui sont au Qatar, beaucoup en numéro dans les pays arabes, que là, c'est des températures très élevées, que même des fois, même le marathon au championnat du monde, ils devaient le partir à minuit le soir, parce que sinon, dans la journée, les températures étaient très, 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 étaient trop élevées, puis ça mettait en danger la vie des athlètes. Fait que là, c'est vraiment un sujet qui est quand même. Il y a beaucoup d'études là-dessus qui se font sur les stratégies de refroidissement. Puis il y a des choses que tu peux faire avant ta course, donc le pré-refroidissement, puis le per-refroidissement, donc le refroidissement pendant. Puis évidemment, il y a tout ce qui est
pas ce refroidissement, dans le fond, juste pour réduire ta température après ta course. Euh, mais moi, personnellement, je m'intéresse vraiment plus le avant puis le pendant, parce que c'est ça qui aide Ouais, à vraiment ta performance. Puis ouais, avant, dans le fond, c'est de un peu, c'est dans le fond, c'est de diminuer ta température corporelle avant ton effort pour justement, un peu comme on parlait tantôt avec l'acclimatation à la chaleur, c'est que si tu débutes de ta température un peu plus basse, ça va prendre plus de temps avant d'atteindre une température qui peut être dangereuse. C'est peut-être en haut de 39,5. Euh, donc ça peut être juste dans le fond de, de se mettre dans de l'eau froide. Pas nécessairement un bain de glace, mais plus de l'eau peut-être en bas de 10 degrés dans le fond. Parce que l'eau trop froide, justement, c'est que ça, tu veux quand même être capable de. Tu ne veux pas non plus réduire ta capacité de sudation, dans le fond. Tu ne veux pas créer de la vasoconstriction. Puis non plus aussi, si la température est trop froide aussi, ça fait un choc sur tes muscles également. Puis si jamais, pour tout le monde qui a pris un bain de glace, si tu ne sens pas, tes muscles ne sont pas dans leur meilleur ouais. état quand tu sors du bain, là, ils sont un peu tout rigides. Puis sinon, c'est dans le fond, les stratégies de refroidissement, dans le fond, ça se divise en deux catégories. Tu as le refroidissement externe. Ça, c'est dans le fond, mais c'est très simple. Dans le fond, c'est tout ce qui est de façon externe. Donc, ça inclut les bains de glace ou le bain d'eau froide. Il y a également aussi les ceintures de glace, que ça, on voit ça de plus souvent. La majorité, c'est dans le fond, c'est juste plein de ice packs. Sinon, il y en a qui, c'est dans le fond, c'est un liquide refroidissant. Puis ça, on va voir souvent ça, mettons, au Tour de France, avant les contre-la-montre. Les cyclistes vont faire un échauffement sur le vélo stationnaire, mais ils vont également mettre pour bien s'échauffer, mais ils vont également mettre la ceinture, mais la veste refroidissante pour Ouais. justement diminuer la température corporelle. Euh, Puis ce qui est intéressant, c'est que le torse, c'est une région avec une grande comme surface area. Donc, ça Ouais. permet, c'est une façon efficace de te refroidir. Euh, Puis ça, tu peux faire ça avant. Puis une autre, des fois, ils vont même combiner ça avec une stratégie de refroidissement interne, qui est dans le fond soit de boire des liquides froids ou même boire de la sludge. Puis ça, c'est vraiment une façon très efficace de te refroidir. Donc, de façon interne, tu vas te refroidir l'intérieur de ton corps. Fait que des fois, la combinaison des deux, c'est vraiment la meilleure façon pour vraiment débuter ton effort avec une température plus basse. Euh, Puis pendant ton effort, dans le fond, tu peux continuer à prendre des liquides froids, prendre la sludge. Euh, Par contre, il faut faire quand même attention parce que prendre trop des liquides froids ou de la sludge, ça peut affecter justement ta capacité à digérer. Tu sais, des fois, ça peut Mhm. créer des problèmes gastro-intestinaux. Puis souvent aussi, on remarque que dans le fond, les gens, si tout ce que tu bois, c'est de la sludge, c'est que les gens, quand tu bois de façon à libitum, tu bois moins souvent ou tu bois en moins grande quantité quand tu prends de la slush que des liquides à température plus standard. OK. Euh, Puis ça reste que, tu sais, il y a beaucoup d'études qui se font sur les vestes de refroidissement pendant l'effort, tu sais, comme en vélo, tout ça. Le problème, c'est que c'est pas quelque chose qui est réalisable de façon pratique. C'est en théorique, de façon théorique, c'est intéressant, puis ça te Ouais. refroidit, mais tu vas jamais voir quelqu'un au Tour de France en cycliste mettre une grosse veste de refroidissement. Il s'est juste arrivé une fois, je pense que il me semble que c'était Wood Van Aert qui avait oublié d'enlever sa veste refroidissante après son, après son warm-up, et là, il avait fait le time trial avec sa veste, mais à part de ça, ça va jamais vraiment arriver. Euh, mais par contre, des fois, on va voir dans le fond au Tour de France, surtout quand il y a des épreuves, puis il y a des heat waves, là, des vagues de chaleur. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre des bas de laine puis avec de la glace. Puis dans le fond, étant donné qu'ils ont accès aux voitures sur le parcours, euh, le, le directeur ou des membres de l'équipe vont leur donner le bas avec de la glace. Ils vont se mettre dans le dos. Puis là, la glace va fondre, ça va les refroidir. Puis ils peuvent continuer justement à boire des liquides froids. Puis également, la tête, c'est ça, c'est vraiment une région qui est intéressante à se refroidir parce que c'est un petit c'est petit comme région, c'est facilement accessible. Par exemple, en course à pied, quand tu cours un marathon, tu peux refroidir ta tête soit en trempant ta casquette dans de l'eau froide ou même en mettant de la glace dans ta casquette. Moi, c'est ce que je fais souvent durant mes triathlons, mes Ironman. Puis également, tu sais, juste mettre de la glace, euh, se refroidir aussi avec des bouteilles froides. Ouais. Ça, c'est une bonne façon. Euh, des fois, le problème, c'est que justement, euh, il y a des stratégies justement comme ça que dans le fond, en refroidissant la tête, ça ne va pas nécessairement
refroidir ton corps au complet. Tu sais, si tu mesures ta température corporelle de façon rectale ou quelque chose comme ça. Mais ça fait croire des fois à ton corps qu'il fait plus froid que ce qu'il fait réellement. C'est un peu comme les stratégies, dans le fond, de menthol, donc la gestion de menthe, dans le fond, qui a un OK. effet refroidissement, mais que ça n'a aucun effet réellement sur ta température corporelle. En fait, ça veut juste croire à ton corps. Ah, il fait un peu plus froid que ce que je pensais. Fait que dans le fond, ça te permet de te pousser à un plus haut niveau. Donc, justement, de peut-être t'approcher encore plus de ta température critique maximale. Mmh. Euh, Fait que d'un point de vue de performance, c'est intéressant, mais il faut quand même prendre en considération que peut-être ça peut tricker ton cerveau un peu à te pousser encore plus, puis possiblement tu sais, te mettre un peu plus à un risque de coup de chaleur. Fait que c'est quand même Je à prendre comprends. en considération si tu surutilises justement tout le temps mettre de la glace dans ta tête, dans le fond. Là. Mais Ah, c'est intéressant. fait que c'est pas mal, tu sais, ça, tu sais, les stratégies, c'est pendant, puis après, ça reste que pour après l'effort, tu sais, le gold standard pour te refroidir, c'est vraiment les bains d'eau froide ou les bains de glace. Surtout, c'est quand tu as un coup de chaleur, c'est vraiment ça le meilleur. Mais pas nécessairement justement trop, trop froid. Des fois, je dis 4, 10 degrés, des fois, ça peut être ce qui est meilleur. Puis continuer à prendre de la glace aussi. Puis il y en a des fois aussi, juste se mettre. Des fois, ils vont donner ça après tes courses, ils vont donner des serviettes d'eau froide. Puis tu mets ça sur ton cou, ça coule un peu sur ton torse, puis ça permet vraiment de te refroidir. Mmh. Puis l'effet de l'hydratation, tu sais, un peu ce que tu avais d'ailleurs publié un papier là-dessus là, sur l'hyperhydratation avant une course. Quand on est, mettons qu'on essaie de transposer ça en triathlon, puis tu le sais qu'il va faire vraiment chaud, tu as fait bon, ta job d'essayer de t'acclimater à la chaleur de ton entraînement. Est-ce qu'il y a un bénéfice à s'hyperhydrater ou d'avoir un focus là-dessus, d'augmenter ton volume plasmatique avant une course? C'est en fait, nous, notre étude, dans le fond, nous, on le mesurait pour un effort de 5 kilomètres. Oui, Nous, ça n'avait pas eu d'effet sur la performance, mais il faut quand même considérer que dans le fond, les participants, dans le fond, c'est dans le fond, on s'hyperhydrate avec un agent osmotique qui est le glycérol. Dans le fond, tu peux aussi t'hyperhydrater avec du sodium. oui. Puis dans le fond, dans le temps, même le glycérol était banni par le WADA, l'association de doping, parce que dans le fond, ça te permet justement d'avoir une meilleure rétention de ton liquide. Fait que dans le fond, ça augmente ton volume plasmatique. Dans le fond, ça dilue ton sang. Puis dans le Mhm. fond, les athlètes pouvaient techniquement, ou il y avait peur en fait que les athlètes utilisent ça pour justement cacher des substances parce que dans le fond, ça dilue. Si tu as des Mhm. produits dopants, en Je prenant comprends. une grande quantité de liquide avec un agent osmotique, ça dilue la concentration, dans le fond, de cet agent dopant-là. Mais là, depuis quand même plusieurs années, là, c'est accepté, c'est plus banni. Euh, Puis dans le fond, l'intérêt de prendre ça, c'est dans le fond, au lieu de partir hydraté, donc hydraté de Ouais. façon normale, tu pars hyper hydraté. Fait que dans le fond, au lieu de terminer ton effort mettons, 5 d'hydratation, tu vas peut-être le terminer à 4 ou 3 d'hydratation, fait OK. un peu moins déshydraté. Fait qu'il y a quand même un intérêt pour ça. Puis aussi un intérêt, dans le fond, d'avoir plus de volume plasmatique. Ça permet d'avoir une meilleure capacité d'évacuer ta chaleur via ta peau. Mais également, nous, ce qu'on s'intéresse. Puis ça, d'un point de vue de thermorégulation, il y a certaines études que, dans le fond, pour des efforts un peu plus longs, comme les demi-marathons, ça avait un effet bénéfique. Il y avait aussi des études sur le tennis, il me semble également que ça avait des effets bénéfiques. Euh, mais le problème, c'est que dans le fond, justement, nous, nos participants, ils débutaient avec 1 kilogramme de plus de poids parce qu'il y avait plus de liquide. Ouais. Puis pour des sports, c'est quand même important, là, 1 kilogramme. Fait que pour les sports comme la course à pied, qu'on considère que l'économie d'effort est affectée par ton poids. On essaie tout le temps d'être le plus léger possible, on va avoir des souliers le plus légers possible. Ce 1 kg de poids peut euh, affecter ta performance, ton économie d'effort. Fait que possiblement, d'un point de vue physiologique, c'est bénéfique, mais le 1 kg de plus nuit, contrebalance. Fait que dans le fond, tu Mmh. finis qu'il n'y a pas de différence. Mais en fait, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est plus d'un point de vue, dans le fond, d'augmenter ton volume plasmatique. Est-ce que ça a un effet, dans le fond, sur ton VO2 max? Dans le fond, d'avoir une meilleure euh, volume d'éjection systolique Ouais. parce que tu augmentes ton volume plasmatique. Euh, c'est pour ça qu'on s'intéressait plus à un effort court plutôt Je qu'un comprends. effort comme un demi-marathon, étant donné que c'est un effort que tu es quasiment à 100% de ton VO2 max pendant la totalité de l'effort. Fait que ça dépend encore plus de ton VO2 max. Euh, Fait que c'est ça, je pense pas que. Je pense que ça peut être intéressant dans certaines conditions de s'hyperhydrater à un effort.
Euh, Surtout des sports possiblement comme moi, des fois, je pense, mettons, à la natation en eau libre dans les conditions très chaudes, que souvent, on pense souvent à la natation en eau libre dans les conditions comme le lac Saint-Jean, tout ça, où c'est des conditions froides, mais des fois, ils ont des épreuves où c'est très chaud, puis c'est très difficile de boire quand tu nages en eau libre. Puis le poids a un effet beaucoup moindre en natation qu'en course à pied. Donc là, de partir avec peut-être 1 kilogramme de plus de poids corporel, c'est vraiment négligeable en tant que tel. Fait que là, ça devient peut-être intéressant. Ou des épreuves comme peut-être le marathon des sables, que des épreuves que tu n'as pas beaucoup accès à de l'eau, des choses comme ou d'autres épreuves similaires. Là, ça peut être intéressant de débuter ton épreuve hyper hydraté. Puis c'est tellement des longues épreuves que rapidement, le 1 kilogramme de poids de plus, tu vas le perdre très rapidement. Ouais. Donc, ça devient quand même négligeable. Mais là, pour un 5 km, l'effort était très, très court. Là, ça peut faire une petite différence quand même. Clairement. Puis toi, quand tu approches l'hydratation pour des courses, c'est pour surtout ta distance de prédilection, c'est la distance Ironman. Là. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi, là, c'est 3,9 km de nage, 180 de vélo, puis tu finis avec un petit marathon, là, juste pour, juste pour te délier les jambes Mais après le vélo. oui. C'est simple. Est-ce que tu as une stratégie d'hydratation un peu selon ta perception de soif ou tu vas avoir plus une stratégie qui est plus fixe dans le temps. Là. Tu dis, je vais essayer de boire tant sur mon vélo, tant à la course. Quand je passe aux ZT Station, je fais telle affaire ou c'est plus cas par cas. Là, comment tu te sens cette journée-là? C'est plus par perception de la soif. Puis il y a quand même des études qui montrent que de utiliser une stratégie de par la soif versus une stratégie planifiée de vraiment calculer quelle quantité prendre, c'est autant efficace que comme stratégie. C'est plus aussi, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Ça devient quand même très difficile de vraiment savoir exactement quelle quantité de liquide tu as pris. En vélo, c'est un peu plus facile parce que tu bois dans des bouteilles. Tu peux partir avec un nombre fixe de bouteilles sur ton vélo. Mais en course à pied, là, quand tu commences à t'alimenter avec les petits gobelets sur le parcours, sur le marathon, est-ce que c'est 150 ml que tu prends sur un 100 ml ou puis même si c'est 150, est-ce qu'il y a comme un 75 qui revole sur ton par terre puis tu as un 50, c'est vraiment difficile de savoir exactement quelle quantité tu bois. Euh, Fait que j'aurais plus ce qui est fixé dans le temps, mais fixé comme planifié, c'est vraiment plus ma stratégie d'hydratation, de nutrition, excuse. Nutrition, Puis ouais. la quantité de glucides que je vais prendre. Puis dans le fond, il y a aussi, dans certaines bouteilles, je vais avoir des glucides qui sont dilués dans l'eau. Puis dans d'autres, c'est juste de l'eau pour me permettre justement de bien absorber les glucides que je prends. Puis souvent, sur le parcours, je vais utiliser les bouteilles d'eau qui donnent sur le parcours. Un, pour m'hydrater un peu, puis aussi pour me refroidir. Donc, dans le fond, quand c'est chaud, m'asperger avec l'eau qui donne. Mais une chose que je pense que je faisais pas assez, justement, je pense que je buvais pas assez durant mes Ironman. Puis maintenant, je débute tout le temps mon marathon avec une flasque molle, là, comme souvent les ultramarathoniens vont utiliser, de comme 750 ml. Euh, souvent, ça va être une bouteille avec des électrolytes. Ou des fois, ça va être comme plus du coke dilué ou même un OK. gourou, donc quelque chose à caféine. Puis même au demi-tour, donc, à 21 km, là, on a le droit à un sac avec qu'on peut mettre ce qu'on veut, dans le fond. Puis là, je vais avoir une autre bouteille de liquide. Fait que même si je prends aussi ce qu'ils donnent sur le parcours, je suis au moins assuré d'avoir une certaine quantité fixe de liquide. Puis ça, je peux vraiment le boire. Si je n'ai pas besoin d'attendre à une aid station spécifique pour boire, je peux vraiment boire de façon constante. Hmm. Puis ça me permet aussi de boire des petites quantités, mais très, très, très souvent. Ça fait que c'est beaucoup plus facile à digérer puis absorber, dans le fond, les liquides, puis aussi toutes mes glucides, dans le fond. Hmm. Puis tes glucides, fait que t'en prends, comme tu dis, un peu mixé à tes gourdes, puis le reste, j'imagine, c'est des gels ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça, tu sais, dans un Ironman standard, ça va être majoritairement presque juste des gels que je vais Mhm. prendre. Parfois, je vais prendre aussi des jujubes. Mais par contre, mettons le Canada Man, qui était quand même une épreuve beaucoup plus longue un peu, tu sais, Ouais. c'était au moins 1 heure de plus. Euh, Là, j'avais pris pour la première fois une barre solide. OK. Je prenais un peu n'importe quoi aussi en course à pied. Euh, Puis là, quand des fois je fais aussi des ultramarathons, là, je vais prendre un peu plus varié un peu ce que je mange, plus d'un point de vue psychologique de pouvoir varier les choses. Euh, mais un Ironman, je trouve ça
assez court que je peux quand même C'est court. qu'à 90, ouais, relativement court. Que, d'un point de vue psychologique, c'est pas même si c'est pendant 8 heures de temps, même si ça goûte pas bon, je vais quand même Ouais. juste prendre des gels. Puis je vais pas me tanner de prendre tout le temps juste des gels. Mais je pense que c'est bon aussi d'avoir, comme ce que je conseille aux gens que je coach, c'est d'avoir tout le temps un plan A, un plan B puis un plan C pour ta Hmm. nutrition. Parce que, des fois, il y avait des gens qui disent ah, je vais juste m'hydrater et puis m'alimenter juste avec du liquide. Mais des fois, ça devient difficile sur ton corps. Euh, Puis, fait que c'est bon d'avoir un plan B, C. Puis, justement, de varier aussi les types de nutrition, d'avoir, liquide, gel, semi-mou, comme des jujubes, même des Ouais. compotes de pommes, puis après du solide. De varier la texture des aliments que tu prends, ça devient. Des fois, ça permet justement d'avoir. Si c'est plus facile aussi sur ton corps. Des fois, tu réalises que ton corps a besoin. Là, j'ai besoin de solide. Puis d'être un peu in tune avec ton corps, savoir ce que ton corps a besoin. C'est important, puis c'est bon de pouvoir s'adapter. Même chose avec ton hydratation, de savoir tu te fier à ta soif, puis s'adapter à ça. Hmm. Je pense que c'est souvent la meilleure option. Parce que même si tu sais, par exemple, ah, moi, je perds, mettons, 3 litres à l'heure d'eau, c'est Ouais. peut-être ça dans ces conditions-là spécifiques. Mais là, si tu fais ton épreuve 3 mois plus tard, peut-être que tu es plus acclimaté à la chaleur. Tu sais, les conditions météo ne sont pas identiques à quand tu avais testé, tout ça. Fait que ça devient vraiment compliqué de vraiment suivre quelque chose de planifié, vraiment spécifique d'un point de vue d'hydratation. Puis même, d'un point de vue d'alimentation, de nutrition, même si tu sais, ah, il faut que je prenne 90 grammes à l'heure, je sais, ou plus ou moins, Hmm. tout peut changer. Fait que c'est vraiment important d'être capable d'être flexible puis de modifier selon comment tu te sens. Si tu n'es pas capable d'en absorber, tu as mal au ventre ou tu vomis, ça ne sert à rien de te forcer à en prendre plus, là. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, pour le monde qui ne savent pas, tu sais, qui font pas de triathlon ou tu sais, qui font pas d'épreuves de longue d'endurance, tu sais, t'as beau avoir une dent sucrée, là, mais tu sais, 80 grammes de sucre par heure, tu sais, c'est beaucoup, là. Ouais, ouais, C'est ouais. c'est vraiment beaucoup, tu sais. Recommande pas ça si tu fais pas un effort comme ça. Mais c'est, tu sais, moi, là, moi, ma faiblesse, je te l'avoue, là, c'est le sucre. Tu sais, j'ai pas vraiment de limite, là. Tu pourrais me donner un sac de Skittles, là, du Costco, puis tu sais, je vais le manger sans problème. Mais la première fois que je me suis écœuré à manger du sucré, c'était dans un demi-Ironman. À un moment donné, la bouche, ta langue est comme, OK, non, je suis plus capable d'en prendre. C'est vraiment du stock quand même, la Ouais, ouais, ouais. nutrition pendant ces événements-là. C'est vraiment tough, honnêtement. Puis, Puis c'est ça, c'est le j'ai bon de le jamais fait pratiquer à d'Ironman. l'entraînement aussi, là, Ouais, de tester, voir ce c'est clair. qui marche ou pas, tu sais. C'est clair. J'ai jamais fait d'Ironman, mais juste un demi, tu sais, je sais pas, qui me prend 4h30, tu sais, je trouvais à la fin que j'étais comme, OK, là, tu sais, c'est assez le sucre. Fait que Ouais, ouais, ouais. j'avoue que changer la texture, ça peut être pas pire. Moi, j'avais juste fait, j'avais essayé un moment donné juste comme avec du sirop d'érable, là. Et puis, à la fin, là, ça Ah ouais, me ça, c'est roulait dans sucré la pas bouche. mal, là, ouais, Ouais, ouais. c'était vraiment sucré. Je pense que les gels étaient un petit peu plus, j'ai trouvé un petit peu plus, un peu meilleur, là, au goût. Faut que tu prennes quelque chose aussi que tu vas aimer, que tu vas tester, puis tu vas dire, ah ouais, ça, je serais capable d'en prendre Ouais, ouais, ouais. longtemps, là. Même si ça dit, moi, je travaille un peu pour Chrono Nutrition, là. Dans le fond, j'aide pour OK. le développement des produits. Puis euh, là, c'est récent, dans le fond, qu'on a sorti des produits d'électrolytes, mais en fait, glucides d'électrolytes. C'est moi, une priorité d'avoir, c'est comme quelque chose qui goûte bon, mais non plus pas trop sucré. Tu sais, nous, on a des produits, il y en a une, c'est euh, un peu plus salé, un peu plus d'électrolytes, là. C'est comme limonade rose, puis l'autre, c'est citron. Puis c'est un peu acidulé, ça goûte pas trop sucré parce que je sais Ouais. que à la longue, ça devient tannant. C'est comme prendre du Gatorade tout le long, tu sais, je serais pas capable, là, tu sais. Fait que pour ça, c'est important de trouver des choses qui sont que tu sais que tu peux en prendre longtemps, puis ça va pas te tomber sur le cœur, là, ouais. Ouais. Puis est-ce que tu comptes, tu sais, point de vue électrolyte, puis ben, principalement sodium, est-ce que c'est quelque chose que tu traques puis que tu essaies d'avoir je sais que c'est quand même assez individuel, là, tout dépendamment un petit peu de la sudation puis le contenu, là. C'est pas tout le monde que c'est pareil, mais est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de traquer puis de dire, j'essaie de prendre, je sais pas moi, 750 ou tu sais, je sais pas, là, milligrammes par heure ou pendant que tu fais tes épreuves? Parce
ou c'est pas quelque chose que tu regardes là, autant que ta nutrition en carbs à l'heure, par exemple? Moi, je dirais les électrolytes, c'est quelque chose que, tu sais, j'en ai dans les boissons. Tu sais, les boissons que je prends, les chronolitres de chrono, c'est comme un 300 milligrammes de sodium. Mais tu sais, je n'ai pas jamais pris de supplément, tu sais, les pilules de sodium. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui sue beaucoup, mais je ne suis pas un heavy sweater d'un point de vue d'électrolyte. Je ne parle pas beaucoup de sodium tant que ça. Puis si on l'avait déjà mesuré, dans le fond, j'étais un cobaye pour une étude, puis on avait analysé ma sueur. Puis tu sais, tu vas le voir souvent facilement. Tu sais, les gens, Ouais. tu finis leur sortie, surtout s'il y a un gilet noir, là, puis il y a plein de spots blancs. Là, c'est un signe que tu es quelqu'un qui perd beaucoup de sodium. Puis je pense, moi, en fait, mon premier Ironman, mon erreur, c'est que j'ai pris possiblement trop de sodium, dans le fond. Puis, tu sais, le sodium qu'on parlait, ça peut, comme le glycérol, ça permet de avoir une rétention d'eau aussi. Ouais. Puis là, si j'avais fait tout, dans le fond, je m'étais alimenté seulement avec des gels. Puis pratiquement tous mes gels, j'avais pris ceux qui étaient extra sodium. Dans le fond, dans le temps, j'étais commencé par Garneau. Puis eux, il y avait Ouais. des gels. Puis après un tour, donc après 90 km, je n'étais plus capable d'absorber. Mon ventre était gonflé, je n'étais plus capable de rien prendre. Fait que depuis, on dirait cette péripétie-là, dans le fond, j'essaie de ne pas overdo le sodium. Puis j'ai jamais vraiment eu de problème d'un point de vue de crampes, tout ça. Fait que j'en prends dans mes boissons, euh, dans les gels, il y a une petite quantité de sodium également. Mais je n'ai jamais été nécessaire d'en prendre beaucoup plus que ça. C'est plus aussi après l'épreuve, là, je vais prendre vraiment beaucoup des chips, des pretzels. Ouais, Puis ouais. aussi, avant l'épreuve, là, je vais en prendre beaucoup. Tu sais, je prends tout le temps un riz la veille. Puis là, je mets vraiment beaucoup de sel. Mais sinon, dans mon épreuve, j'en prends pas tant que ça. Tu sais, j'ai jamais pris nécessairement beaucoup de capsules de sodium. Ouais. C'est intéressant. Puis, tu sais, j'imagine aussi, tu sais, les systèmes d'énergie, tu sais, c'est sûr que, tu sais, toi étant un triathlète professionnel, moi, je suis toujours un peu impressionné dans les distances, tu sais, comme exemple de demi-Ironman, à un moment donné, celui que j'avais fait au demi-esprit, il y a un gars, tu sais c'est qui, le Nicolas Gilbert, que, tu sais, je Mhm. faisais, je faisais du vélo. Puis, ouais, c'est ça, je faisais le demi-Ironman. Puis, il y avait un gars, Nicolas Gilbert, qui m'a lapé 2 fois sur le circuit de Villeneuve, puis je roulais à 41 de moyenne, là, tu sais. Puis j'étais comme: «Hein?» Tu sais? Puis je l'ai jamais vu sa course. Puis ce qui me fascine, c'est la capacité d'un athlète professionnel à, aller dans une zone que je pourrais même pas considérer soutenir aussi longtemps, mais aussi ça fait en sorte que ça change un petit peu aussi ta stratégie nutritionnelle. Tu sais, comme moi, mettons un demi-Ironman, je le fais dans un, tu sais, mettons mon LT1, LT2, là, je suis un petit peu passé mon LT1, tu sais, mais je suis pas très loin, là, tu sais, je suis pas proche de mon threshold. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'ai quand même un bon mix, là. J'utilise l'oxydation des graisses, oui, j'utilise quand même pas mal de carbs, mais j'ai pas besoin de 90 grammes de carbs à l'heure parce que je pense que j'ai pas accès, là. Mais quand je regarde les pros, tu sais, écoute, je suis comme, c'est comme un autre niveau. Tu sais, il y a les amateurs pas pires, il y a les très bons amateurs, il y a les pros, puis il y a les pros genre world class. La capacité d'un athlète à se pousser aussi longtemps, honnêtement, c'est un peu hallucinant, là, tu sais. Puis Nicolas Gilbert, je me rappelle, Ouais, ouais, lui, c'est un Uber biker. Là, il m'a passé en bike, puis j'étais comme, aïe, aïe, c'est pas sérieux, là, tu sais. Puis je regarde mon odomètre, puis je suis comme, je vais à 41, il m'a passé comme à 47. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vraiment hallucinant. Fait que, tu sais, toi, ta stratégie, quand tu fais un demi-Ironman versus un Ironman, je peux donner une idée, juste pour me montrer à quel point je suis pas un bon athlète, là. C'est où tu te situes par rapport à ton threshold, mettons, dans un demi-Ironman versus un Ironman sur le vélo puis la course, mettons? Je dois avouer que, tu sais, même si j'étais un peu un geek de chiffres, tu sais, en termes dans mes études, tout ça, puis de façon personnelle, je suis plus du genre à y aller au feeling. OK. Puis même en race, je vais pas regarder vraiment mon wattage. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une course que j'ai regardé mon wattage dans la course. Je vais vraiment plus au feeling, puis justement de suivre un peu le scénario de la course, puis y aller selon si pas nécessairement justement suivre jusqu'à exploser, mais dans le fond, c'est
je vois si je suis capable de suivre les autres professionnels ou si Mmh. je dois ralentir. C'est ça, parce que Puis, toi, tu as vraiment comme une dynamique de course, tu sais. C'est ça, je pense, c'est ça la différence entre les pros et les amateurs souvent, c'est que, tu sais, nous autres, c'est nous par rapport à nous. Tu sais, dans le sens que il y a des amateurs qui vont finir une demi-heure avant moi, là, tu sais, puis il y en a qui vont finir une heure après. Fait que, tu sais, la dynamique de course, moi, je la vois pas vraiment. Tu sais, je sais à peu près je suis où, mais pas vraiment. Tandis que vous autres, j'avoue, surtout toi, t'es un super bon nageur, là, en plus, là. D'ailleurs, tu avais battu Josh Hamburger au Ironman de, je me rappelle plus, je pense que c'était celui de Tremblant que tu avais fait. Tremblant, ouais, ouais. Ouais, c'est quand même c'est pas facile à faire. Fait que, tu sais, j'avoue, toi, en plus, tu sais, tu commences le bike, tu sais, t'es où, t'es souvent dans les premiers. Fait qu'il y a une dynamique de course. Fait que j'avoue que t'as comme pas le choix un peu de suivre le train, là, d'une certaine façon, là. C'est ça, si tu regardes, mettons, justement, le wattage, les profils, le wattage des athlètes, surtout, mettons, quand tu regardes, mettons, même il y a des études là-dessus, là, tu sais, sur les professionnels au championnat du monde, ça va pas être la même chose que, justement, peut-être un triathlète amateur, que là, c'est vraiment plus un effort constant, plus un time trial. Puis là, il va y Ouais. avoir beaucoup plus de variations. Tu sais, vraiment, des fois, Mmh. comme justement la dernière fois, j'avais fait Tremblant, le l'Ironman, il y avait vraiment des moments que j'étais. C'est pas vraiment un peloton, mais tu sais, on est comme à 12 mètres, mais il y a des fois, j'étais comme. Je me prenais le bang, là, c'était comme vraiment facile. Puis après, des fois, c'est comme tu es vraiment dans le rouge, puis j'étais comme. En fait, je manquais de vitesse sur mon vélo, puis je savais pas si j'allais être capable de suivre le train. Puis après, ça fluctuait vraiment beaucoup. Ça, c'est. Puis c'était une des rares fois que ça a été comme ça. La plupart du temps, on est, je suis plus tout seul, on est comme quelques-uns, puis on fait quand même notre propre course. Mais des fois, ça va vraiment arriver qu'il va y avoir des scénarios que ça fluctue beaucoup. Puis ça va être encore plus difficile quand c'est des grosses courses comme les championnats du monde. Là, de ce que j'ai entendu, tu sais, j'ai jamais fait championnat du monde à Hawaï, c'est mon gros objectif, mais ce qu'on me disait, c'est que là, c'est des gros pelotons, puis c'est le niveau, la densité de top professionnel est tellement bon que là, tu as quasiment 20 pros qui se suivent. Puis là, tu as un certain nombre de temps pour dépasser chaque Ouais. professionnel, chaque cycliste. Donc, c'est comme un 35 ou 45 secondes pour chaque. Fait que là, des fois, si la majorité des fois, ils roulent peut-être à 300, 310 watts ou un peu plus, pour dépasser, tu dois aller peut-être à 400 pour aller assez vite. Fait que là, des fois, c'est quasiment un 5-10 minutes que tu dois aller à 400 watts pour dépasser tout le monde. Fait que là, ça fait quand tu regardes le profil, le wattage, c'est comme des montagnes russes. C'est pas Ah ouais, ce qui est idéal seulement pour pouvoir pacer ton effort. clairement. Euh, Fait que c'est ça, tu sais, je dirais plus un peu au feeling, vraiment essayer de comme. Intéressant. Puis, mais des fois aussi, ça m'a été. Justement, c'est un peu. Des fois, c'est le fun de pouvoir sortir bien de l'eau parce que tu vis vraiment la course, puis Ouais. tu vois si tu es capable de suivre tout ça. Mais ça m'a souvent été comme un peu nuit parce que dans le fond, j'essayais trop de suivre du monde qui était plus fort que moi, tu sais. Puis après, je payais le prix soit à la fin du vélo ou au marathon. Puis une fois, en fait, que j'ai eu ma meilleure course à vie, c'était à Ironman Lac Placide l'année passée. J'avais eu une moins bonne natation. J'étais quand même sorti deuxième, mais en fait, c'était Josh Hamburger, là, il avait pris sa revanche, il Il a était pris sa premier. revanche. Puis je pense qu'il a quand même pris un bon 2 minutes sur moi. Puis en fait, sans le savoir, je traînais comme un gros peloton de personnes en natation. Euh, Fait que dans le fond, j'ai débuté le vélo avec du monde. Fait que j'ai pu vraiment plus vivre cette expérience-là un peu plus, débuter le vélo plus en arrière. Puis même après un certain temps, j'ai perdu le peloton, puis j'étais vraiment plus en arrière. Fait que j'ai vraiment fait ma course, le vélo, plus je vais faire mon effort comme je pense. Puis ça a fait en fait que j'ai débuté le. En fait, j'ai fini le vélo avec. Il me restait encore beaucoup plus d'énergie qu'à l'habitude. J'ai pu comme dépasser plusieurs personnes à la fin du vélo. Puis à la course à pied, j'ai débuté la course à pied. D'habitude, on dirait que je débute soit avec un déficit énergétique ou je sais pas, je me sens fatigué. Ou là, j'avais un regain d'énergie, je me sentais vraiment bien. Puis j'ai pu bien avoir le meilleur marathon que j'ai jamais eu. Fait que des fois, justement, d'avoir moins cette. Un peu genre l'ego, justement, de sortir Ouais. premier de l'eau ou dans les premiers. Des Ouais. fois, ça te permet justement d'avoir une meilleure course parce que dans le fond, tu peux vraiment avoir un pacing qui est plus avantageux que dans le fond, justement, tu as moins ces gros pics de wattage que ça, c'est vraiment énergivore. Tu sais, d'un point de vue, tu vas vraiment utiliser tes réserves de glycogène. Ouais. Tandis que là, tu es peut-être plus à une zone que
justement, tu utilises plus ton gras. Puis là, ça fait que dans le fond, tu économises plus ton glycogène pour ton marathon. Euh, Fait que moi, c'était quand même intéressant de voir les quand deux. Des même. fois, certaines dynamiques de course peuvent vraiment avoir un effet différent sur Puis est-ce que le tu reste. est-ce que tu courses avec un power meter ou tu t'en fous ou tu sais, il y en a qui race même pas de montre, pas rien, puis ils vont vraiment au feeling, qui enregistrent rien. Toi, est-ce que tu le regardes pas, mais tu l'enregistres, genre? Euh, il y a une fois que je l'ai. Il y a certaines fois que je l'ai eu. D'autres fois, je l'avais même pas. Même, je pense à. Je me souviens même pas si peut-être la classique, j'avais même pas de montre, je pense. Fait que ça va vraiment varier de course en course. Mais en course à pied, là, j'ai tout le temps une montre parce que là, c'est vraiment facile d'aller. De partir trop vite. Puis là, Trop tu peux vite. vraiment payer le prix. Fait que là, j'ai ma montre, mais des fois aussi, j'essaie de pas trop. Surtout quand ça va un peu moins bien, là, de pas trop la regarder Ouais, pour te décourager aussi ouais. ou de voir le kilométrage qui avance plus lentement. Mais je sais comme, par exemple, Sébastien Kinley, qui est comme un des meilleurs, une légende du triathlon, puis un Uber biker. Lui, souvent, il allait racer avec un power reader, mais juste pour analyser son data par après, mais il n'allait pas regarder son wattage pendant la course. OK. Ouais, non, j'avoue, parce que j'avoue que je, je pense que, tu sais, au niveau professionnel, la dynamique de course joue un gros rôle dans le sens que, tu sais, si tu te bats pour une position, je veux dire, peu importe ce que ta montre, ton basic dit, tu vas essayer de garder ta position. Ouais, ouais. Point de vue amateur, tu sais, récréatif, un peu compétitif comme moi, j'ai comme, surtout dans un demi-Ironman, un olympique, tu sais, c'est pas mal all out tu sais, tout le long, mais un demi-Ironman, genre, je trouve que justement, le power meter sur le vélo m'aide à justement gager mon effort. Tu sais, je sais ce que j'ai été capable de faire en entraînement, puis je trouve la tendance, des fois, c'est qu'on va trop vite, là, surtout dans la Ouais, première ouais, moitié ouais. du bike. Tu sais, tu regardes ça, tu dis, ouais, là, je peux pas continuer de même si ça semble facile. Puis à la course aussi, même chose. Toujours tendance à partir trop vite, puis c'est la montre qui me dit un peu le ralenti. Ça, tu l'as pas fait en training, tu seras pas capable de le faire en, en Ouais, compétition. ouais, ouais. Mais ouais, j'avoue, j'avais pas pensé à Mais des fois, ça l'aspect peut être course. intéressant, surtout tu sais, pour te limiter. Ouais, Ça, je vais sûrement suggérer tu sais, aux gens que je coach, tu sais, pas nécessairement tu sais, tout le temps utiliser le wattage pour comme tu sais, sur le plat. Il faut absolument que tu suives ce ouais, wattage-là. Mais plus, je vais leur donner, mettons, faut pas tailler en haut de, mettons, 300 watts justement dans les ouais. côtes parce que je sais que c'est là que dans le fond, ils vont commencer à être dans le rouge puis tu sais, trop se lever. Fait que plus donner pas nécessairement un minimum de wattage sur le plat, mais plus un maximum de wattage dans les côtes, tu sais, pour jamais, surtout des longues épreuves, pour jamais trop te brûler. Là. Ah, c'est intéressant. C'est vraiment cool. Puis là, fait que là, tu m'as dit, bon, t'as quelques demi-Ironman, puis t'as Lake Placid. L'année passée, t'avais fini sixième à Lake Placid, c'est ça? Ouais, qui était mon. En fait, j'avais égalé mon temps, qui était mon meilleur temps que j'avais fait à Tremblant, mais OK, le parcours de la Placide est quand même pas mal plus difficile que celui de Tremblant. OK. J'étais bien Puis, content de cette course-là. Ouais. cool. Puis, puis je pense, comme tu disais, tu veux, c'est ça ton A-Race, là, c'est l'Ironman à Lake Placid cette année? C'est ça, en fait, le but, ça serait. Mon but ultime, c'est dans le fond d'essayer de me qualifier pour Ouais, Hawaï, qui est le championnat du monde. Dans le fond, l'année passée, à Lac Placide, je m'étais qualifié pour les championnats du monde à Nice, mais j'ai décidé de ne pas prendre mon slot parce que je considère que je ne suis pas un assez bon descendeur. C'est un parcours qui me nuit trop pour que ça vaille la peine, dans le fond, d'aller à Nice pour le championnat du monde. Puis c'est quand même un gros coût financier ouais, d'aller c'est clair. en Europe pour faire une course et j'aimerais mieux faire une autre course aux États-Unis. Fait là, ce serait vraiment mon objectif, c'est de faire Lac Placide pour me qualifier pour Hawaii. Mais sinon, j'ai deux courses que je pense peut-être faire en automne qui seraient Penticton en Colombie-Britannique et Chattanooga au Tennessee. OK. Ou sinon, peut-être une autre course en automne qui serait aussi mes courses A. Mais c'est sûr que si je me qualifie pour Kona, le gros objectif, ça serait Hawaii en octobre. Un peu plus des demi en début de saison, puis après plus des ultras. Puis si jamais j'ai encore de l'énergie, peut-être une course d'ultra de plus trail en fin d'automne ou selon l'horaire si ça me Quand, tente encore. quand même, hein? Ça, j'avais vu une story que tu avais partagée sur Instagram.
T'avais comme couru, t'es allé courir un marathon comme impromptu en mode training, mais tu t'es quand même qualifié pour Boston, tu sais, n'a pas de problème. Ouais, c'est ça, j'étais en Caroline du Nord pour un camp d'entraînement, puis on a fait Ouais. comme 2 semaines. Puis là, il y avait une belle piste cyclable souvent on allait en vélo courir. Puis là, on avait vu, il y a un marathon. Puis là, j'ai dit, je vais pas le faire, là, ce serait niaiseux. Puis là, la veille, la course, j'étais en train de nager, puis là, j'étais comme, c'est quand même le fun de pouvoir te dire, parce que j'ai jamais fait un marathon tu sais, sans le faire d'un Ironman. Puis je me dis, tant Ouais. qu'à être, je vais le faire, ça serait un bon training. Puis je me suis dit, ça va être. Initialement, je me dis, je vais le faire vraiment de façon easy, là, vraiment zone 2, Ouais. relax. Là, je me dis, je vais le faire plus tempo. Puis, tu sais, durant la course, je me suis un peu plus excité vers la fin. Mais j'ai quand même, c'est pas. J'essaie vraiment de. Tu sais, je regardais plus là, vraiment tu sais, mon rythme cardiaque, c'est pas aller en haut comme de 140, surtout au début de fréquence cardiaque. À la fin, je pense que j'ai peut-être triché un peu puis aller en haut de 140, puis peut-être augmenter jusqu'à 150, mais quand même, j'étais quand même bien, bien en contrôle. Puis c'était vraiment le fun comme expérience là, de premier marathon. Puis c'était quand même, dans ma tête, je pensais que ça allait être vraiment un petit marathon, mais même j'étais un peu en retard. Puis là, j'ai vu toute la foule de personnes qui est comme énorme. Là, j'ai comme un peu tout skippé un peu pour partir Aïe. dans les premiers, puis il y a un gros drapeau aux États-Unis. Fait que c'est vraiment une belle expérience comme course, puis surtout un C'est fou. premier marathon, fait que c'est le fun, ouais. C'est fou pareil, tu sais. C'est là, je pense, le monde, faut qu'il réalise, tu sais, les niveaux au niveau athlétique, tu sais, de faire juste comme un marathon, tu sais, sur un coup de tête, là. C'est comme, moi, il faudrait que je me prépare un petit peu plus longtemps. Puis tu l'as fait en combien de temps, même si c'était pas, tu sais, tu t'es pas préparé, tu t'es pas donné comme à 110%, là. Ça a donné comme, je pense, 2,37 ou 2,38. Je pense le vrai temps pour le demi-marathon, parce qu'il était un peu plus long, c'est comme 2,36. Mais, ouais, 2,36 en zone 2, c'est hallucinant, là. Tu sais, je sais pas, là, mais c'est comme, my God. fait que là, ça me donne C'est le goût de peut-être en faire un vrai, tu sais, pour voir, tu sais, qu'est-ce que Je ça serais curieux, man. pourrait donner, tu sais. Tu sais, de m'entraîner pour ça. Bien que j'aime tellement la trail que, genre, si j'ai à choisir entre m'entraîner à 100% pour un marathon ou une course de trail, j'ai l'impression que je vais tout le temps plus choisir un Je comprends. ultra ou une course de trail. Mais juste d'avoir un vrai temps de marathon, ça serait quand même le fun, là. C'est fou pareil de penser qu'un athlète pro d'Ironman s'est dit ah, j'ai jamais fait de marathon sans avoir biké 180 km avant. Tu sais, c'est comme complètement hallucinant. Mais en fait, c'est avant de faire c'est quelqu'un qui m'avait conseillé ça, justement, m'avait dit fais pas le marathon avant ton premier Ironman, ça va trop te décourager. Je pense que c'est quand même relativement un bon conseil parce que je pense que ça m'aurait peut-être sûrement découragé, surtout au début, là, tu sais, comme là, j'ai le volume que je peux plus facilement encaisser un marathon, mais Ouais, quand j'étais plus jeune, je pense que faire un marathon tout seul m'aurait vraiment détruit physiquement puis psychologiquement. Puis j'aurais vraiment pas eu le goût de faire un Ironman. Je pense que le côté psychologique aussi est important. C'est pour ça que maintenant aussi que je fais plus des ultramarathons, j'en ai fait quelques-uns. Ça m'aide beaucoup d'un point de vue psychologique quand je fais un Ironman parce qu'avant, justement, ça me faisait peur, justement, la distance du marathon. Mais maintenant que comme là, j'ai fait un 80, j'ai fait un 100 km, là, psychologiquement, c'est beaucoup moins épais. Je sais que je peux faire la distance. Fait que c'est plus pas une question de est-ce que je suis capable de faire la distance, mais plus est-ce que je suis capable de me pousser, ou à quelle vitesse je peux le faire. Fait que je pense que le côté psychologique est très important. Fait que ça aide justement de toucher un peu à des distances différentes, même d'un point de ouais, vue, des fois, je fais des courses de gravel un peu plus longues, j'ai fait de 250 km l'année passée. Ça fait que ton 180 paraît un peu moins pire. Fait que des fois, de toucher à des choses un peu diverses, c'est le fun aussi d'un point de vue mental, là. Puis le c'est mental, je clair. pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé, je pense, là, dans le sport d'endurance. Ça joue vraiment un gros rôle, là. Ouais. Puis celui que tu avais fait, en tout cas, celui que j'ai vu, là, celui le Arikana Trail, c'était 80 km en 2020. Tu avais gagné. Puis ça prend combien de temps, c'est un 80 km de trail run là, pour faire le course record? Là? Celui-là, c'était. Moi, je m'en souviens parce que je sais que durant la course, je voulais battre 7 heures. Puis je pense que j'avais fait en haut de 7 heures. Je me souviens pas si c'était comme 7h10 ou 7h06, quelque OK. chose comme ça, mais c'était en haut de 7 heures. Fait que là, ouais, dans ma tête, j'avais. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment aux objectifs. Puis si je m'étais fixé comme différents
différents objectifs. Puis, ça, un des objectifs, c'était de faire le record de parcours. Mais après, je m'étais fixé un autre objectif de faire ça. Mais, euh, mais ouais, Arikana, c'est quand même un parcours quand même. En fait, quand j'ai fait la course, on m'avait dit, j'ai des amis trail runners, ils m'avaient dit, oh, c'est un parcours relativement facile, pas trop de dénivelé, mais c'est pour quelqu'un qui vient pas du monde de Ouais, trail, c'est quand même pas mal dénivelé, puis assez technique aussi également. Là, ouais. c'est clair. Puis là, cette année, est-ce que tu avais prévu un ultra ou peut-être tu t'en réserves un si jamais le cœur t'en dit ou tu t'en es En fait, préparé? j'ai fait parce que souvent, c'est justement d'habitude, j'attends tout le temps l'automne pour peut-être faire un ultra, mais ça donne souvent que comme à la fin de la saison, tu sais, je suis trop hypothéqué justement la saison, fait que j'ai jamais l'occasion de le faire vraiment. Parce que justement, ça fait 2 fois de suite que je suis inscrit à l'Arcana 125, mais que ça donne pas soit la fatigue ou des blessures. Ouais. Mais là, j'ai fait le 100 km en Arizona, le Black Canyon, en février. Hmm. Mais ça n'a vraiment pas été une course qui a bien été. Dans le fond, j'ai eu depuis. Ça, c'est en février, puis depuis Noël, j'ai comme eu une blessure à une hanche qui m'a empêché vraiment de courir. Puis en plus, juste avant de partir pour la course, j'ai eu le COVID. Ah. Mais là, je me suis dit, c'est tant qu'à être là-bas, j'allais le faire. Mais j'ai jamais autant marché durant une course. Là. Ça a été beaucoup plus une randonnée qu'un ultra. Fait que là, ça me donne vraiment le goût de refaire cette course-là, ou en tout cas de refaire un 100 kilos, parce que je trouve que c'est une belle distance. Surtout celui-là, c'est un 100 kilos qui est relativement rapide. C'est quand même très roulant. Fait que tu peux quand même. Surtout le niveau est tellement fort. Là, c'est comme. Ça fait que ça équivaut quasiment à un 80. En termes de temps, c'est pas si loin d'un 80 kilos très, très OK. technique. Fait que là, après le 160, là, c'est une autre game. Là. C'est un autre. C'est quand même fou, hein. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. c'est quand même des distances qui sont. C'est hallucinant. Là, tu sais, je vois ça des fois passer sur ce travail. Il y a quelqu'un que je connais tu sais, qui avait fait une ultra, je pensais ça, c'était 80. Tu sais, puis au début, je pensais que c'était une ride de bike. Tu sais, puis là, je commence à regarder. Je fais, ah non, ils sont à courir dans le bois. Tu sais, c'est comme vraiment du stock. Là, tu sais, puis tu sais, chaque sport est différent, chacun a un peu son intensité puis ses particularités, mais tu sais, la course à pied, là, tu sais, si tu cours pas, tu n'avances pas. Là. Tu sais, dans le sens Ouais, que tu c'est ne peux pas te ça. laisser descendre dans une côte. Tu sais, c'est toujours un effort constant. Moi, je trouve que c'est ça qui est challengeant mentalement, la course à pied. C'est l'espèce de. Tu sais, tu peux pas arrêter de courir. Là, tu sais, ça n'avancera pas tout seul. C'est vraiment tough. Là. Puis il y a ce que j'ai appris justement au Black Canyon, c'est qu'il y a une grosse différence en termes de jogger très lentement, puis marcher. Marcher, ça peut tellement prendre longtemps. Puis Ouais. là, j'avais commencé à marcher à 50 kilos. Puis c'est tough de dire, ah, j'ai déjà fait 50 kilos, mais il te reste encore plus qu'un marathon encore. Puis là, tu marches déjà. Fait que c'est une grosse épreuve d'un point de vue mental, mais pour Ouais. moi, c'est vraiment important de le finir justement pour. Je me dis, ça va me travailler mon mental justement de le finir. Puis aussi, je trouve que c'est sûr que si tu te mets en danger ou si tu as un risque de blessure, c'est mieux d'arrêter. Tu ne veux pas aggraver une blessure. Mais là, je savais que d'un point de vue, j'avais pas de blessure, j'étais correct. Là, ma blessure à la hanche était correcte. J'avais pas du tout de douleur. Fait que je me suis dit, finis-le, peu importe, t'es rendu là. Parce que je sais que si c'est un peu comme une porte que tu en trouves là, quand tu commences à abandonner dans les courses. Puis plus souvent, tu l'ouvres, cette porte-là, et elle devient ouverte. Puis là, ça devient plus facile que dès que ça va mal dans un triathlon, un ultra, tu sais que cette porte-là est ouverte. Mais si c'est plus rare que tu l'ouvres, là, il peut se fermer, puis ça devient moins une option, justement, d'abandonner. Parce que même si dans des Ironman ou des ultras que ça va très bien, tu as tout le temps cette petite voix-là dans ta tête qui te dit ah, d'arrêter parce que tu as Ouais. tellement une souffrance. Puis il y a quelque chose que Cody Bills qui a gagné il me semble qu'il a gagné 2 fois l'Ironman de Tremblant, puis une fois, même les 2 fois, je pense qu'il avait fait le record de parcours, même en bas de 8 heures. Puis lui, en finissant le vélo, puis il avait une bonne avance sur tout le monde, puis il a fait un record je pense, en vélo également. Il voulait abandonner complètement. Fait que les gens, des fois, ils réalisent pas à quel point ils pensent que des fois, le monde qui gagne les courses, les pros, les Yann Frodeno, tout ça, qui sont des légendes de sport-là, qui vont gagner, ils vont faire les records de parcours, ils vont penser que c'est facile. Mais là, de l'entendre lui-même dire qu'il voulait abandonner, même si d'un regard externe, ça a l'air facile quand il court.
c'est le fun aussi. C'est le fun à attendre parce que c'est un peu Ouais. rassurant parce que tu sais que moi qui finis plusieurs minutes en arrière, mais qui souffre sa vie, on dit, au moins je me dis, oh, je suis pas tout seul. Au moins, même s'il a gagné puis il m'a battu, mais au moins lui, il souffrait également aussi. Là. Ouais, ben ça, je pense que je pense une leçon globale à la vie, là, tu sais, que c'est jamais constamment facile, tu sais, que ce soit en training ou en course ou à peu importe, au niveau professionnel, n'importe quoi. Tu sais, il y a toujours des épreuves qui te donnent un peu le goût de lâcher. Puis, tu sais, moi le classique quand je fais un triathlon, c'est quand je débarque du vélo, là, tu sais, les premiers pas après le vélo, là, souvent, je me demande qu'est-ce que je fais ici, là, tu sais, je suis comme, Ouais, ouais, ouais. il fait beau, c'est dimanche, tu sais, je pourrais être comme juste sur le bord de la plage en train de chiller, là. Puis là, je suis Mhm. en train de débarquer du vélo, puis j'ai l'impression d'avoir des blocs de ciment dans les pieds. Puis là, tu sais, souvent les premiers kilomètres, t'as comme un peu un rough patch, puis tu sais, ça va mieux. Des fois, ça va moins bien. Puis là, quand tu arrives à la fin, c'était le fun. Puis là, quand tu finis, tu vas en faire un autre. Tu sais, c'est toujours un peu bizarre. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais c'est l'espèce c'est- de- que tu vas avoir des moments difficiles dans une course, c'est normal. Là, tu sais, je veux dire, c'est des épreuves là, tu sais, de longue haleine. Là, tu ne vas pas te sentir comme un champion du début à la fin. Là, tu sais, peu importe le training, comment il a été, tu sais, ça fait partie de la game. Là, vraiment, c'est comment tu es capable de juste comme dire OK, tu sais, je suis dans le moment présent, ça va pas bien présentement, mais tu sais, concentre-toi sur ce qui se passe présentement, puis ça finit par passer. Là, tu sais, ça finit toujours par passer, à moins d'une blessure ou quelque C'est chose comme ça, ça. ouais, Là. ouais. C'est vraiment tu sais, une montagne russe. Puis j'avais déjà entendu une expression de quelqu'un en ultra, il disait si ça va bien dans ton ultra, inquiète-toi pas, ça va aller mal bientôt. Fait que, tu sais, c'est comme c'est tout le temps vraiment, tu sais, dans un Ouais. marathon, tu sais, souvent on parle du mur environ 30-32 km, mais tu sais, dans des ultras ou dans des Ironman, ou tu sais, quand c'est très long, c'est que tu en as plusieurs des murs. Puis c'est juste d'être un peu à l'écoute de ton corps, puis savoir c'est quoi un peu, c'est quoi la cause de ce mur-là. Tu sais, si j'ai pas assez bu, peut-être justement, tu sais, si c'est chaud, peut-être que justement là, ta température corporelle est trop élevée, puis il faudrait que tu essaies de la diminuer. Souvent aussi, grande majorité des temps, quand tu atteins un mur, c'est souvent nutrition. Tu sais, souvent, Hmm. il manque des glucides. Fait que c'est juste de penser à ça, ralentir un petit peu, puis essayer de tout le temps être en mouvement pour continuer à, puis tout le temps t'alimenter, parce que souvent, c'est ça le problème. Là. Il te manque un peu de fuel, puis après, tu vas être correct pour partir. Là. C'est Puis des clair. fois, si c'est juste un mur mental, également, tu sais, Ouais, d'un point de vue physique, tu es correct, mais c'est juste qu'il y a un déclic dans ta tête, puis là, tu peux plus continuer. Là. c'est clair. Puis là, toi, tu sais, bon, tu es triathlète professionnel, tu finis ton PhD, puis là, tu as trouvé le temps. Tu t'entraînes combien d'heures semaine à peu près, comme pour un pro comme toi? C'est quoi ça? Ça représente quoi, ta charge usuelle de training, mettons? Euh, je rentre tant que tel, ça va être je m'entraîne un peu moins justement que quand j'étais au bac, que j'avais un peu plus de temps ou quand j'étais au cégep, mettons. Euh, ça va varier en tant que tel autour de 20 heures, mais tu sais, des fois, ça va être moins, ça va être plus autour de 18, des fois, ça va être plus à 25. Quand je suis en camp d'entraînement, c'est plus autour de 30 heures. Ou, OK. tu sais, j'ai déjà fait des 30. Mon record, je pense, c'est 37 heures quand j'étais plus jeune, mais là, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de vélo. Là. Je pense que Ouais. 80 du temps, si je le passe sur mon vélo. Fait que c'est quand même facile d'accumuler beaucoup, beaucoup de vélo. Mais moi, je dirais ces temps-ci, un peu moins de volume, mais justement essayer de. Tu sais, je pense que tu accumules justement au fil du temps ton endurance, Ouais. ce qui fait que tu as moins besoin aussi de t'entraîner autant en termes d'endurance que tu avais dans le temps. Fait que ça varie quand même pas mal au cours de Ouais, l'année, ouais. visiblement, avec ton marathon en Caroline du Nord, on voit que l'endurance, c'est quelque chose que tu as là, après un certain temps. Puis, fait que là, tu fais tout ça, puis tu as trouvé le temps d'écrire un livre. Ouais, en fait, c'est pas dans mes plans initiaux tu sais, d'écrire un livre. Mais ça a toujours été un rêve, mais comme un objectif de vie. Tu sais. Ouais, En fait, mon background était plus en nutrition, fait que je voulais écrire un livre de nutrition sportive ou quelque chose comme ça, ou d'entraînement pour le sport. Mais c'était plus, je me disais, ah, je vais faire ça après mon doctorat. Mais en fait, c'est la maison d'édition, l'édition de l'Homme qui m'ont approché pour écrire le livre. Puis eux, ils voyaient qu'il y avait dans le fond un gap, il y avait une opportunité dans le fond qu'il n'y avait pas de livre sur le triathlon en français, en tout cas québécois. ouais, Fait que là, moi, j'ai accepté, même si je savais que ça allait être un gros défi avec justement tous mes projets un peu. Là. Puis ça a quand même été rapide relativement comme processus. Là, j'avais un 10-11 mois pour finir l'écriture. En fait, envoyer mon dernier jet. Puis après, il y avait un long processus quand même de révision, d'édition, d'editing. Puis tu sais,
ce qui a été le plus long, en fait, c'est que j'avais trop de texte, là, dans le fond, c'est de le mettre le plus concis possible. euh, pour que ça soit aussi vulgarisé pour tout le monde un petit peu. Fait que c'est quand même un processus intense, mais fait que j'ai quand même des fois des moments que c'est comme très, très intense, de travailler C'est beaucoup les fins clair. de semaine, tout ça. C'était un peu plus difficile d'avoir un équilibre de vie durant cette période-là. Mais ouais, j'étais content de pouvoir finalement terminer ce processus-là, avoir le livre aussi en. Tu sais, il y a plein de petits processus. C'est comme tu es content après d'avoir fini le premier draft, mais tu sais que le processus n'est pas terminé. Puis quand c'est terminé, la dernière, tu sais que c'est dans ton ordi, il n'y a plus du tout de révision qui va avoir lieu. Mais jusqu'à ce que tu as le livre en main, on dirait que c'est pas fini. Puis là, c'est la semaine passée, dans le fond, j'ai eu mon livre dans les mains, puis on a fait un lancement à la librairie de Sherbrooke. Puis là, c'est comme, OK, wow, là, c'est vraiment, Ouais. j'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment, de le tenir dans les mains, c'était vraiment spécial comme feeling. Puis j'étais vraiment, vraiment content de tout ça, là. Ah, félicitations, c'est vraiment cool. Puis effectivement, il y avait un gap tu sais, sur un livre francophone sur le triathlon. Puis souvent, tu sais, quand on regarde un petit peu les derniers, tu sais, moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais acheté le Triathletes Training Bible de Ah Joe oui, oui. Frill. Tu sais, c'était comme un des premiers, tu sais, qui te montrait un peu comment structurer tes entraînements, les cycles, etc. C'était super intéressant. J'ai acheté le tien d'ailleurs, j'ai commencé à le lire, Ah, super cool. cool. Ouais. Puis il y a puis quand tu as écrit ce livre-là, ton objectif, c'est de l'adresser à qui ou c'était quoi ton public cible, là, mettons, en termes de triathlète? C'est ça, moi, tu sais, initialement, mon but, c'est comme que ça soit accessible à tout le monde, tu sais, que tout le monde ait un peu euh, peut retirer quelque chose du livre, mais c'est sûr que la maison d'édition était comme faut tout le temps que tu trouves un public plus spécifique. C'est pour ça Ouais, qu'on a appelé devenir triathlète. Fait que c'est plus visé aux gens que, par exemple, c'est quelqu'un qui fait du vélo, qui fait peut-être de la course à pied, qui veut se lancer dans le triathlon. Mais je pense vraiment, tu sais, que même quelqu'un qui a déjà fait plusieurs triathlons, qui a un peu quand même d'expérience là-dedans, va pouvoir avoir retirer quelque chose du livre, que ce soit juste c'est comme la partie nutrition, mentale, ouais, ou apprendre juste des choses par rapport à la périodisation de l'entraînement. Euh, Aussi, ce que je trouve ça fun, c'est que j'ai mis aussi des séances d'entraînement. Puis là, ouais, j'ai vraiment divisé entre, tu sais, par exemple, en natation, tu sais, selon tu sais, moins de 2000 mètres, entre 2000 mètres et 3000 mètres, le 4000 mètres, même un peu plus. Même chose, le vélo, il y a des séances pour le triathlon sprint, olympique, demi-Ironman, puis Ironman. Fait que même quelqu'un qui fait des triathlons Ironman ou demi-Ironman, même si ce n'est pas nécessairement le public cible pour ce livre-là, hmm, va savoir avoir un bénéfice d'avoir ce livre-là. En tout cas, je l'espère. Puis aussi, ce ouais, que je trouvais ça le fun, c'est d'avoir. J'ai demandé à des experts dans différents domaines, que ce soit une autre candidate au doctorat qui est en psychologie sportive, qui a écrit un petit texte sur la psychologie sportive. Mon physiothérapeute qui a écrit un petit texte sur la gestion des blessures ou comment prévenir les blessures. Il y a Physio Vélo qui est un physiothérapeute et spécialiste en bike fit qui a écrit là-dessus. Fait que même en nutrition également, j'ai un nutritionniste sportif. Fait qu'il y a un peu aussi plein de petites choses qui sont le fun. Je pense que les gens vont pouvoir ouais. aimer. Puis. Ouais, puis tu sais, même si c'est pour comme le nouveau, la personne qui s'initie au triathlon, tu sais, je pense les principes que tu montres dans ce livre-là, tu sais, ils s'appliquent jusqu'à un athlète amateur quand même de haut niveau, là. Tu sais, il reste que c'est quand même, tu sais, la base est bonne pour longtemps, là, avant d'aller chercher là, des affaires vraiment spécifiques, des tests plus spécifiques. Tu sais, souvent, tu sais, le monde qui font du triathlon, souvent, c'est du monde qui aime les bébelles, puis les gadgets, puis le capteur, puis le ci, puis le ça. Mais tu sais, au final, tu sais, c'est les principes de base quand même en nutrition, en psychologie sportive, puis en entraînement, puis en physiologie, genre vraiment 101, tu sais, qui vont t'amener quand même très loin, là. Tu sais, moi, je pense que ton livre, oui, il est intéressant pour ceux qui s'initient, mais je pense qu'il est intéressant pour n'importe qui là, qui veut juste comme avoir une vision globale de ce sport-là, tu sais, qui est un super beau sport en plus, là. Puis, tu sais, mon côté geek scientifique, geek de sport, tu sais, c'était important pour moi d'inclure un peu de physiologie de l'exercice. Tu sais. Fait Ouais. que je parle un peu, tu sais, du lactate, tu sais, je parle des différentes zones d'entraînement, tu sais, je parle des différentes façon de s'entraîner, tu sais, de façon pyramidale, périodisée, des choses comme Mhm. ça. Fait que, tu sais, c'est important pour moi d'inclure des affaires, des principes de base. Tu sais, je parle du VO2 max. Tu sais,
euh, l'économie de l'effort, des choses comme ça. Tu sais, même, je parle des. Est-ce que ça aide vraiment d'avoir des super shoes, tu sais, les souliers en Ouais. carbone, des choses comme ça? Fait que c'est pour moi important d'inclure quand même des choses qui sont plus pour peut-être les geeks, plus du sport, là, mais que Alors, c'est très des cool. choses que j'aime, ouais. C'est très cool. Toi, est-ce que tu utilises dans tes trainings, tu sais, je pense que les Norvégiens ont remis ça sur la map, les lactates. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises souvent ou c'est quelque chose que tu utilises plus dans tes périodes de test? C'est quelque chose que, mais en fait, je me suis procuré un il y a peut-être 2 ans environ, que des fois, je vais faire des tests de lactate avec mes athlètes. Dans le fond, j'utilise plus avec mes athlètes que sur moi-même. Mais des fois, j'ai jamais vraiment utilisé durant les trainings en course à pied parce que ça devient quand même compliqué, puis j'ai pas accès Ouais. à un tapis roulant chez moi. Sinon, je le ferais parce que là, en m'entraînant au gym, je pense pas qu'il aimerait ça que je commence à me piquer et qu'il y ait du sang qui revole un peu partout. Fait que quand je vais l'utiliser en training, ça va être plus quand je vais faire du vélo à l'intérieur. Surtout comme quand je vais faire plus des séances à allure Ironman, demi-Ironman. S'assurer justement que je respecte vraiment cette zone-là aussi, puis que je peux plus m'assurer que je suis à la bonne zone, puis Ouais. sinon, m'ajuster par rapport à ça. Mais je dirais que là, en ce moment, euh, là, je fais beaucoup plus d'intensité de la très haute intensité, mettons en vélo. Tu travailles vraiment mes faiblesses, qui est justement le peak power. Fait que là, ça ne devient pas très, très utile parce que je sais que ça va être très élevé. Ouais, ouais. Puis souvent, tu sais, je pense ce qui est utile, tu sais, parce que, tu sais, quand les gens, tu sais, on va dire, essaient de faire un petit peu plus d'entraînement autour de ton LT1 ou de zone, tu sais, la fin de ta zone 2, tu sais, je pense que ce que j'aime de l'approche par lactate, c'est que tu sais ce qui se passe au niveau métabolique, tandis que, tu sais, les zones cardiaques, OK, mais ça ne reflète pas toujours, tu sais, ce qui se passe réellement au niveau métabolique. Même chose avec le power, quand tu te bases juste sur ton FTP pour dériver toutes tes ondes, c'est pas tout le monde qui a le même profil. Euh, fait que ce que j'aime des lactates, c'est que tu dis, OK, c'est là que je suis présentement, puis je trouve que ça donne de l'insight qui est utile pour calibrer ton feeling. Tu sais, je pense pas qu'un athlète amateur a besoin de ça pour performer, aucunement, mais pour calibrer le feeling, tu sais, moi, j'ai eu la chance de tester ça puis voir. Je pense que ça m'a fait réaliser des choses. Tu sais, moi, de mon côté, tu sais, mettons, j'avais fait à la course pour vélo. Au vélo, mon feeling était quand même bon. Tu sais, quand je pensais que j'étais comme top zone 2, c'est pas mal là que ça se passe, mais à la course, je me suis rendu compte que ce que je croyais être du zone 2, c'était du zone 1, là, finalement. Fait que, tu sais, moi, ça a changé vraiment. Ah, fait Bon, qu'au tu sais, contraire, dans le la fond, course. maintenant, t'es easy run, tu vas plus vite Ouais, un que, petit peu que t'allais plus. avant. OK. J'étais comme trop lent. Là, tu sais, si je OK, voulais OK. vraiment aller chercher ma fin de zone 2, il fallait que je sois un petit peu plus rapide. Puis ça m'a permis de découvrir aussi que j'avais un LT1 très proche d'un LT2. Tu sais, OK, OK, OK. vraiment proche. Fait que, tu sais, si j'ai de quoi travailler, ben, c'est d'augmenter plus Ton de LT2. pousser plus mon threshold. Ouais. Fait que, Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais souvent, des fois, ça va être. Pour ça, ça m'a surpris. Souvent, ça va être plutôt l'inverse. Puis c'est pour ça que Ouais. je pense que c'est le fun de faire un test en par palier avec un athlète, surtout Ouais. un athlète plus qui est moins expérimenté, parce que tu peux vraiment voir c'est quoi ton LT1, puis justement de dire, tu as vraiment une preuve de genre, tu sais, des fois tu dis, tu cours trop, des fois je vais dire à des athlètes, tu cours trop vite quand tu cours easy, mais nécessairement, ils vont peut-être pas nécessairement suivre mon Ouais. conseil, mais là, si c'est Ouais. vraiment, tu le vois que tu commences à trop produire de lactate à leur intensité, que dans le fond, ils courent leur easy run, là, tu as une preuve, tu as le graphique, puis là, ça va plus les, les forcer ou les initier, les, mais ouais, les forcer à courir un peu plus lent. Puis je pense Ouais. que souvent, ça, c'est l'erreur, là, un peu, là, les gens, surtout avec les Zwift, les Strava, toutes les choses comme ça, même les réseaux sociaux, les gens ont tendance à courir trop vite leur easy run, d'avoir tout Ouais. le temps courir un peu trop vite. Puis je pense justement c'est peut-être un outil justement pour te permettre de ralentir un peu, de te forcer un peu à ralentir un petit peu plus, ouais. Ouais. Ben, c'est vrai que, tu sais, je trouve que le Zwift, surtout tu sais, avec la fonction que tu as comme ton espèce de petit bonhomme shadow qui monte Ah oui, oui. ton PR, tu sais, tu te dis, ah, je faisais une ride easy, puis là, tu vois ton petit bonhomme, puis tu es comme, ah, je vais aller un peu plus vite, tu sais, tu as toujours cette espèce
sais, l'espèce d'effet d'entraînement que tu as dans un group ride où tu dis, oh, on va aller rouler 5 personnes easy, ça finit toujours que tout le monde est à bout à la fin. Ouais, ouais, ouais. Ben, sur Zwift, c'est quasiment la même affaire. Là. Tu sais, c'est facile de faire des trainings qui sont plus intenses que ce qui était programmé. Puis c'est sûr que c'est moins sexy de poster ta course à 6,15 du kilo tu sais, un vendredi soir. Là, tu sais, c'est comme ça impressionne pas personne. C'est ça, tu sais, les gens, c'est ça, ils veulent avoir un chiffre qui va, waouh, Ouais. tu sais, courir vite, puis Ouais, avoir plein courir de vite. kudos, mais des fois, il Ouais. faut laisser notre ego de côté, puis vraiment. Clairement. Surtout en training, là, je pense que si le but de la personne, c'est de progresser et avoir une meilleure performance lors de sa course, il faut quand même que tu essaies de respecter un programme là, qui peut minimiser ton risque de blessure puis maximiser ta performance là, lors de ta course. Là. Pour ça, je trouve la fréquence cardiaque, c'est un très bon outil, là. Puis, c'est même, je suis pas un fan de mettre ma ceinture de fréquence cardiaque, fait que je l'ai sur ma polar, là, tu sais, Ouais. sur mon poignet. Mais moi, je considère que c'est comme quand tu cours pas très vite, c'est quand même relativement précis. Mhm. Puis j'aime ça justement voir, OK, là, je suis. Surtout au fil du temps, ce qui est le fun, c'est que tu peux voir que qu'à ton pace de course easy, tu cours à une fréquence cardiaque plus basse. Puis là, c'est vraiment motivant, tu sais, de voir ça. Puis de te fier à ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, j'habite à Sherbrooke, puis il y a beaucoup de côtes, puis ça te force justement à ralentir un peu plus quand Ouais. il y a des côtes, tu sais, ajuster ton intensité par rapport aux côtes, au dénivelé, tout ça. Puis justement, pas juste se fier au pace. C'est pour ça qu'il est le fun Ouais. aussi de courir en trail, parce que tu as un peu une excuse. Et de toute façon, tu vas avoir une vitesse, une allure moyenne de ta course qui va être très lente. Fait que tu t'en fous un peu. Fait que là, tu peux vraiment courir de façon basse, à basse Ouais. intensité. Puis moi, c'est ce que j'ai dû apprendre. Je m'entraîne souvent tout seul. Puis quand je vais courir, c'est plus quand je vais courir avec du monde, la trail, des ultra runners. Puis c'est là que j'ai appris à vraiment courir lentement. Puis en fait, même apprendre à marcher certaines côtes. Parce que dans ma tête, mon mindset de triathlète, c'était si tu cours, ça va courir. Fait que tu ne peux pas marcher. Fait que peu importe si c'était un gros dénivelé, puis là, même si je courais pas vite, mon rythme cardiaque allait être très élevé. Ouais. Moi, il fallait que je cours. Mais là, ça m'a vraiment forcé à avoir. Ah non, dans le fond, même si c'est des trail runners de très haut niveau, eux, ils vont quand même marcher certaines côtes. Surtout si quand tu cours très, très longtemps. Fait que d'apprendre à vraiment courir à basse intensité, c'est un skills qu'il faut avoir, je pense, pour. Clairement. C'est sûr, le fun, les entraîneurs par intervalle, c'est ça qui est le fun. Tu vois ton progrès, tu travailles fort, tu vois des beaux chiffres, mais il reste quand même qu'il ne faut pas que tu négliges la base là, pour développer tout ça. Là, surtout quand quelqu'un fait des épreuves vraiment de longue endurance, tu ne peux pas juste faire du training à haute intensité. Là, c'est pas une bonne recette de toute façon. Là. Puis c'est ça, c'est l'entraînement de aérobie de base, là. C'est comme zone 1, zone 2, tu sais, c'est que ça prend extrêmement longtemps avant d'avoir des gains. Mhm. Puis, contrairement à l'entraînement, tu sais, à haute intensité, que très rapidement, tu peux avoir des gains, mais c'est que c'est des gains, l'aérobie de base, qui sont soutenables très longtemps, puis c'est vraiment ça qui va te permettre de bien progresser. C'est juste qu'il faut avoir beaucoup de patience pour pouvoir faire ça. Puis je me souviens que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais lu un livre, justement, c'était sur je pense que c'était genre un journaliste qui a décidé, je veux devenir comme un skieur, pas nécessairement professionnel, mais de haut niveau, tu sais, élite. Puis là, sur son plan d'entraînement, c'est qu'il fallait qu'il ait un certain rythme cardiaque, puis il se forçait. Il n'y avait pas le choix de marcher. Moindrement qu'il y avait un certain dénivelé sur son parcours de course à pied, il fallait qu'il marche. Et vraiment d'apprendre à courir lentement. Puis je pense que c'est quelque chose qui va te permettre à long terme de vraiment Ouais. plus progresser. Là, ouais. C'est un Ouais, peu je pense moins que glamour que c'est faire ça. les grosses intensités, la grosse sueur, puis la grosse musique. Mais des fois, c'est des choses un peu moins cool, peut-être, ou glamour, qui vont te permettre vraiment de progresser à long terme. Surtout que quelqu'un qui veut faire du sport Ouais. de longue durée. Là. Ouais. Puis, je pense que, moi, mettons, dans mes patients que je suis, quand on essaie de structurer, moi, mes patients, il y a des patients qui ne s'entraînent pas pour des événements sportifs, mais ils s'entraînent pour être fonctionnels puis en forme lorsqu'ils vont être plus âgés, tu sais. Sûr, des fois, le but paraît très loin de dire, moi, je veux jouer avec mes petits-enfants, je vais être capable de voyager quand je vais avoir 75-80 ans.
mais je leur montre quand même les chiffres nécessaires pour être autonome. Tu sais, ça prend pour être capable de monter des escaliers, d'aller en voyage, de prendre ton sac, dans l'avion toute seule, ben, tu sais, il faut que tu aies un VO2 max au moins à 20. Tu sais, puis je leur dis à 80 ans, tu sais, c'est pas donné à tout le monde de l'avoir. Fait que, tu sais, faut s'entraîner pour le faire. Puis j'ai des patients qui ont des programmes un peu le programme pour la longévité en santé, si on veut. L'aspect cardiovasculaire est vraiment important, l'aspect force physique aussi, très important, mais l'aspect cardiovasculaire, on le sépare vraiment en deux. Être capable d'avoir un output constant aérobique, de passer du temps là-dedans, puis de faire ça pendant des mois avant d'aller faire des entraînements plus à intervalles qui vont pousser leur VO2 max là, en tant que tel. Là, puis Mhm. c'est un processus, mais c'est quand même important de le faire parce que, oui, il y a des changements, des adaptations physiologiques, comme tu le sais, qui se font. C'est un continuum, là, que tu sois de zone 1 jusqu'à temps que tu sois à faire un sprint. Il y a des adaptations qui sont un peu différentes. Mais les adaptations qui se passent en aérobie un peu plus lentes sont vraiment importantes, moi, d'un point de vue santé métabolique, efficacité au niveau de l'oxydation des graisses, être capable d'avoir un meilleur contrôle glycémique, d'avoir une meilleure récupération, c'est vraiment important. Fait que c'est quelque chose que je mets beaucoup d'emphase dans ma pratique, le fameux zone 2, là, puis de calibrer cette intensité-là aussi est important parce que, comme tu dis, majoritairement, les gens, quand ils vont faire du zone 2, c'est trop rapide. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais. trop rapide. Surtout si c'est quelqu'un qui est plus sédentaire, tu sais, en tant que tel, c'est des fois que. Si j'avais vu une fois une étude, puis ça disait à quel point c'était comme pas mal décourageant. Là, c'est même s'ils prenaient chez des étudiants universitaires aux États-Unis, puis c'était quoi le VO2 max moyen, puis c'était vraiment, vraiment très, très bas. Parce que la majorité des gens sont très sédentaires. Ouais, Puis ça faisait que dans le fond, pour qu'eux, ils s'entraînent vraiment à un pourcentage de VO2 max, pour s'entraîner en zone 2, c'est de la marche, dans le fond, là, c'est de la marche ouais, rapide. Tu sais, fait que des fois, c'est comme le. Ça en prend pas beaucoup, justement, pour pouvoir avoir un gain bénéfique, dans le fond. Là, tu sais, fait que dans le fond, ouais. Ouais, puis c'est un défi parce qu'il y a des patients, même, je te dirais, qui sont encore plus déficients au niveau métabolique, là, qui ont des lactates au repos à 4. Fait que, ils sont assis dans leur chaise, puis ils sont déjà à 4 de lactate. Fait que, quand ils ne feront jamais vraiment de zone 2, là, fait qu'il ouais, ouais, ouais. faut avoir d'autres stratégies initialement pour vraiment essayer d'améliorer leurs conditions physiques. Mais, déjà, il y en a là, qui sont assis au repos, puis ils brûlent pratiquement peu de graisse. Là. Ils sont vraiment dans un mode d'énergie là, que tu verrais si toi, tu serais en train de pousser 320 watts sur ton vélo. Là, fait que c'est fou là, quand tu vois ça. Il y en a qui partent vraiment de très, 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 très loin. Là. Mais ça, tu peux le voir un peu de deux façons. C'est d'un sens, c'est un peu décourageant parce que tu sais, leur niveau de forme est faible, mais dans un sens, tu peux le voir tu sais, de façon positive que dans le fond, n'importe quel petit effort Ouais, va avoir un gain très bénéfique. Tu sais, ça peut être juste dans le fond tu sais, d'avoir un petit. Tu sais, des choses pour bouger les jambes quand tu oui, es assis, même en écoutant la télévision. Déjà là, ça va avoir un effet bénéfique. Tu sais, ça n'en prend pas. Tu sais, tandis qu'un athlète de plus haut niveau, ça en prend beaucoup pour avoir chercher son petit pourcentage-là. Là, ça en prend vraiment pas beaucoup, puis ils vont chercher vraiment un ouais, gros effet. Fait que c'est des fois, ça. tu vois le côté Oui, bénéfique, positif, tu es comme, ouais, c'est tu ça. peux t'améliorer très, très, très rapidement. Là. Exact. Puis ils vont avoir un énorme gain au niveau de leur perception aussi de leur santé, parce que souvent, c'est ça, les gens sont découragés. Ils se sont dit, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi Mhm. faire, je ne sais pas comment prendre ça. Puis là, tu mets la nutrition là-dedans, puis là, c'est comme discuter de religion, c'est hyper, ils se font dire un peu n'importe quoi par n'importe qui. Puis, mais moi, c'est un peu le discours que j'ai, c'est de dire, ben, tu pars de là, tu peux juste aller mieux, là. Fait que, Ouais, ouais, ouais. puis de voir le progrès, c'est des petites victoires, de dire, tu passes d'un lactate de repos à 4 à 2. Ben, Colin, on a fait vraiment un gros progrès. Puis, les gens sont comme, ah, wow, je vois les chiffres s'améliorer. Ma condition s'améliore, je monte des escaliers, je suis moins essoufflé. En fait, je suis capable de monter des escaliers maintenant. Fait que c'est vraiment stimulant pour quelqu'un. Puis il y en a chez qui que les progrès sont vraiment intenses. Là, ils partent de quelqu'un qui était complètement dysfonctionnel au niveau métabolique à des gens qui ont couru leurs premiers 5 ou 10 kilomètres en dedans de
de 1 an. Là. Ouais, c'est fou L'affaire, ça. Ouais. c'est que ça va vite quand même. Quand il y a une constance, surtout au début, la progression se fait super vite. C'est vraiment motivant. Là. Je pense que c'est vraiment, tu sais, d'avoir. C'est le fun justement que quand tu vois les progrès, ça te motive à le faire. Puis c'est juste une question d'avoir une routine pour puis Ouais, rendre ça. Pas partir aussi justement avec des trop gros objectifs, si ça part réellement, tu sais, avec juste une petite activité, mais de le faire de façon fréquente pour pas que ça soit comme tu te réveilles le matin puis ça c'est trop gros comme activité que tu as à faire pour que ça soit décourageant. Il faut que ça soit facile. Puis tu augmentes justement progressivement. Puis c'est vraiment de faire ça de façon fréquente qui ouais, va te permettre d'avoir un gain à long terme. Là. ouais. Le nerf de la guerre, c'est vraiment la constance là, dans tout ça. Mais en tout cas, les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils sont déjà rendus au stade de, ils veulent changer, ils veulent. Fait que c'est pas une question de motivation, c'est juste une question d'implémenter une structure qui va être challengeante, mais pas trop. Tu ne veux pas décourager tout le monde, puis qui vont pouvoir le maintenir dans le temps puis le faire. Fait que, c'est toujours vraiment intéressant de voir ces changements-là s'opérer chez les individus. Là. C'est vraiment cool. Mais Même, oui. même chose quand tu prends un athlète, puis tu l'amènes à un autre niveau. C'est tellement stimulant de voir ça. Là. C'est vraiment, je pense, une des plus belles choses que tu peux accomplir comme coach, athlète ou médecin ou peu importe, c'est de voir le progrès de ces gens-là. Là. Je trouve que c'est autant motivant, tu sais, mettons, coacher un athlète qui débute dans le sport parce que dans le fond, tu sais, ils peuvent progresser très rapidement. Mais de l'autre extrême, tu sais, un athlète qui en fait depuis très longtemps, c'est que là, ça devient vraiment. C'est beaucoup plus difficile de trouver des gains, puis les gains sont beaucoup plus faibles. C'est clair. C'est encore plus, mettons, en triathlon, ce qui est le fun, c'est que tu as quand même trois sports. Tu sais, fait que tu peux. C'est plus. Au moins, des fois, tu peux t'améliorer dans certains sports. Mais tu sais, je pense des fois, par exemple, des nageurs qui nagent toute leur carrière, tu sais, d'aller chercher, tu te bats quasiment à chaque fois pour des millisecondes. Fait que là, de trouver ça, c'est que ça. Faut vraiment d'optimiser tout exactement dans que ce soit l'entraînement physique, mais aussi la musculation, tous les autres facteurs également, la nutrition. Puis, Oui, les deux extrêmes sont le fun et sont ouais, intéressants. Là. absolument. Puis en terminant, moi, je voulais aborder un sujet avec toi. Je pense que tu as un gros background en nutrition, tu as beaucoup de connaissances là-dedans. Moi, j'ai des patients, exemple, qui, un peu comme toi, qui ont une diète plus vegan, qui vont faire des sports demandants d'endurance, etc. Puis souvent, il y en a qui disent est-ce que je devrais prendre des suppléments vu que je suis vegan puis que je fais des sports d'endurance? C'est quoi ton opinion là-dessus? Euh, mais tu sais, je vais plus parler de ce que je fais. Moi, en fait, dans le fond, tu sais, avant, je pense que ça fait environ 9 ans que je suis vegan. En fait, j'ai été vegan en même temps que d'être professionnel, dans le fond, de faire le switch au OK. triathlon professionnel. Euh, Puis il y a eu une petite partie que, dans le fond, j'étais végétarien, en fait, Mhm. pescadarien, végétarien, puis après vegan. Euh, mais avant d'être ça, j'avais déjà une carence en fer, dans le fond. Ma ferritine était basse. Puis c'est quand même quelque chose qui est fréquent chez beaucoup d'athlètes, surtout beaucoup d'athlètes Absolument. d'endurance. Ouais. Fait que ça fait extrêmement longtemps, dans le fond, que je prends des suppléments de fer. Ouais. C'est quelque chose que, dans le fond, je n'ai pas changé. Dans le fond, j'ai juste continué à faire. Ouais. Mais ce que j'ai dû ajouter en étant vegan, dans le fond, c'est de la vitamine B12, Ouais. qui est très difficile, dans le fond, de retrouver, dans le fond, d'alimentation végétalienne. Il y en a dans certains produits, tu peux avoir dans des algues ou du Ouais. miso, mais pour t'assurer, c'est mieux d'en prendre personnellement. Puis également la vitamine D que je prends. Puis dans le fond, moi, je prends de façon. Idéalement, 3 à 4 fois par année, je vais faire une prise de sang, juste pour m'assurer, dans le fond, de ne pas avoir de carence. Surtout étant donné que j'ai tendance à avoir une ferritine qui est basse. Ouais. En faisant une prise de sang, ça m'assure justement de. Ça me permet aussi de m'assurer que je ne suis pas en carence, puis aussi ça me permet de m'ajuster si jamais je vois que ma ferritine a commencé à diminuer. Comme ça, je peux m'ajuster avant que ça soit un peu trop tard, avant que j'aille une diminution de mes performances en tant que tel. Ouais. Euh, Fait que ça, c'est pas mal les seuls suppléments que je vais prendre, mais la question qui revient souvent, c'est plus par rapport aux protéines. Exact. Ouais. Puis j'ai quand même tout le temps des pots de protéines ou des sacs de protéines qui sont dans mon garde-manger, mais c'est quand même relativement rare que je vais les prendre. C'est plus de temps en temps, par exemple, quand je vais me faire un gruau, je trouve que prendre un gruau tout seul, c'est un peu trop.
je trouve que c'est pas assez comme. Il n'y a pas assez de satiété. Fait que des fois, je vais me rajouter un peu de protéines, puis ça m'ajoute un peu de la protéine à ce repas-là. Euh, Puis de temps en temps, des fois dans les smoothies. Mais c'est très rare que je vais juste me prendre un scoop tout seul. Mhm. Ça va être plus en accompagnement avec quelque chose. Ou si je vais me faire des crêpes, je vais m'ajouter. Des fois, dans les recettes, je vais un peu les pimper en ajoutant un peu de protéines. Puis c'est des protéines végétales. Fait que ça va être Ouais, un blend, dans le fond, protéines de pois et riz, dans le fond, pour permettre justement d'avoir une protéine complète. ouais, Puis également, je prends de temps en temps aussi des barres protéinées de chrononutrition, que dans le fond, c'est pas des barres avec comme des barres plus de Monsieur Misk avec 25-30 grammes de protéines. Ça a plus une dizaine de grammes de protéines. ouais, Euh, mais ça me permet d'avoir un peu plus, de, de topper un peu plus mon apport en protéines. Puis même, vu que l'apport en protéines n'est pas si élevé dans ces bars-là, ça fait que je peux les prendre même durant mes longues sorties de vélo ou de course à pied. Puis ça fait que ça, ça fait changement juste de prendre tout le temps juste des glucides durant ton effort. Puis quand l'intensité est tellement basse, c'est correct dans le fond de combiner les choses. C'est même ouais. facilement digérer du gras, des protéines durant ce type d'effort-là. Fait que c'est pas mal ça, c'est pour les suppléments. C'est quand Mhm. même très facile dans le fond d'avoir un bon apport en protéines en ayant une alimentation végétalienne. De façon générale, je vais prendre beaucoup de tofu, surtout pour les soupers. Je suis un gros fan de tempeh également, mais également comme des edamame, beaucoup de noix, beaucoup de beurre de noix, beurre de peanut. Euh, Puis également beaucoup de légumineuses. Je prends beaucoup d'humus Ouais. ou des salades avec des légumineuses. Fait que c'est pas mal ça, mes sources de protéines, mais en tant que tel aussi, ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que dans le fond, dans mes légumes, tout ça, il y a quand même plein d'acides aminés également. Des fois, on pense juste vraiment aux sources de protéines complètes, mais on devrait souvent plus penser aux acides aminés, dans le fond, Ouais. qu'on prend. Fait que c'est quand même relativement facile d'avoir suffisamment de protéines dans son alimentation. Puis aussi, d'un point de vue, une autre question qu'on me demande aussi, c'est plus d'un point de vue calorique ou énergie. Euh, C'est pas d'enjeu. non, non, c'est ça, je C'est ça. mange. Je pense que, possiblement, c'est quand j'ai fait la transition, je pense que j'essayais d'être trop santé, là. Dans le fond, j'étais plus. Souvent, quand on fait comme. Je suis du genre où les triathlètes, en fait, on est déjà tout le temps à vouloir être trop performant en tant que tel. Là, puis là, Ouais. fait comme je voulais avoir une diète extrêmement santé, fait là, quasiment être raw vegan, puis juste manger de la salade ou pratiquement trop, trop, trop santé. Puis là, tu réalises que quand tu t'entraînes pour les triathlons, surtout des longs triathlons, tu as besoin de manger beaucoup. Là, fait faut vraiment pas. Je vais prendre des chips de temps en temps, Ouais. même des Oreos qui sont surprenamment vegan, même si c'est pas super santé. Là. Des Ouais. bonbons, des choses comme ça. C'est surtout quand tu es en camp d'entraînement. C'est pas hésiter à prendre beaucoup de glucides, Ouais. pain, pâtes, patates. Ça peut devenir difficile si justement on essaie de manger vraiment plus cru, Ouais. vraiment s'alimenter avec fruits et légumes. Mais vraiment, quand tu t'alimentes avec une alimentation pas mal standard, là, c'est vraiment facile de manger Ouais, c'est ça. suffisamment. Là. Tu sais, moi, dans ma pratique, j'ai pas de biais favorables ou non favorables sur des diètes, là. Tu sais, je pense que chacun a leur pour, leur contre, leur raison. Tu sais, moi, je m'adapte un petit peu avec les gens qui sont devant moi. Euh, mais souvent, tu sais, les gens qui ont un désir, tu sais, d'avoir une alimentation qui est plus végétalienne, souvent, tu sais, ils ont une crainte par rapport à la performance. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Puis, tu sais, je pense que c'est un peu comme tu dis, tu sais, spécifiquement chez les athlètes d'endurance, on s'entend, là, tu sais, où la dépense énergétique est vraiment grande. C'est sûr que, tu sais, c'est vrai pour n'importe quelle diète. Quand tu manges des aliments, mettons, non transformés, puis souvent dans les diètes végétaliennes, tu sais, il y a une espèce de. Les gens qui sont un petit peu plus health conscious, ils vont aller vraiment dans des aliments qui sont, tu sais, non transformés, puis vraiment tout faire eux-mêmes. La, la densité calorique est un peu plus faible. Fait que, tu sais, souvent, c'est vraiment Ouais, ouais, juste ouais. de compenser. Puis, tu sais, dans ton cas, je veux dire, tu sais, à l'énergie que tu dépenses, c'est sûr qu'à un moment donné, juste la quantité de bouffe qu'il faudrait que tu manges, tu sais, à un moment donné, tu as le goût d'autre chose. Fait que, tu sais, je pense que oui, là, dans ces cas-là, tu sais, de compenser avec des glucides plus simples, là, puis des choses un peu moins santé ou plus processed, tu sais, je pense que c'est bien correct, là, mais je pense, monsieur, madame, tout le monde qui a une alimentation végane, tu sais, je pense qu'il faut qu'il sache que tu es capable d'aller chercher en masse de protéines, tu vas être capable d'aller chercher en masse de nutriments puis de calories. Tu sais, c'est jamais un enjeu, là, moi, ce que je vois dans ma pratique. Là.
Ouais, c'est ça. Puis ce qui est le fun, justement, tu sais, tu parles de performance. Et moi, c'est quand même assez longtemps que je suis vegan. Puis dans le temps, il y avait moins de modèles vegan qu'il y a maintenant. Puis dans le temps, c'est surtout des gens de l'endurance, justement. C'est comme Scott Jurek qui est comme ultra Ouais. runner. Il y avait Ritual qui est comme un ultra Ironman. Fait que c'est tous des gens qui sont pas très musclés, très, très maigres, très minces. Mais il y a moins des modèles comme maintenant, comme genre Serena Williams ou comme Nate Diaz, ou tu sais, du monde, plus de sport, d'explosivité ou de force. Ou tu sais, il y a du monde même qui font des combats, mais pas des combats, là, mais comme des hommes forts. Fait que là, Ouais, tu sais, ouais. c'est le fun d'avoir d'autres modèles autres que des modèles d'endurance parce que, tu sais, euh, il y a des gens qui, justement, qui veulent garder leur masse musculaire ou prendre la masse musculaire, mais ils ont peut-être un intérêt vers le véganisme pour des raisons peut-être pas santé, mais peut-être des raisons éthiques ou Ouais. environnementales. Fait que c'est le fun d'avoir, tu sais, de prouver, de montrer que tu peux, peu importe ton sport, peu importe le physique que tu recherches, tu peux quand même facilement atteindre tes objectifs. Tu sais. Puis moi qui est dans un sport que justement, c'est avoir trop de masse musculaire va plus te nuire que t'aider en tant que tel. Mhm. Moi, c'est plus qu'il faut que je fasse attention en tant que tel parce que si je fais trop de muscu, j'ai tendance à trop bulker up. Ouais. Puis, fait que si j'essaie justement de pas trop faire justement de muscu, fait que c'est pas le point de vue de perte de masse musculaire, c'est plus l'inverse dans le fond, c'est que je veux pas trop être trop lourd pour Ouais, la, c'est pour la ça. course à pied ou le vélo, ouais, c'est ça. Ça, tu veux maximiser ta force, mais tu sais, pas l'hypertrophie en tant que Hypertrophie, telle. Puis ouais, tout ouais. ça, ouais. Non, c'est vraiment cool. Mais je pense que c'est ça, comme tu l'as dit, tu sais, je pense dans les athlètes, chez les athlètes, je pense que ça vaut la peine, tu sais, qui ont des diètes véganes, juste de s'assurer qu'il n'y a pas de carence, tu sais, B12, vitamine D, etc. Faire aussi. Mhm. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, qu'il n'y a pas ces sports aussi demandants, tu sais, je pense que il n'y a pas de nécessité de supplémenter. Il y a la B12, mais encore une fois, levure alimentaire, etc., tu peux aller en chercher quand même pas mal. Puis aussi, tu as Euh, comme une réserve quasiment tu sais, avant que tu tombes en ouais. carence, des fois, ça prend quasiment genre 5 ans parce que tu as une bonne réserve de B12. Puis surtout quelqu'un qui prend, ce que j'essaie un peu de moins faire, mais tu sais, si tu prends beaucoup comme de produits transformés vegan, tu sais, des saucisses Mhm. vegan, mais la majorité de ces produits-là sont tous supplémentés en vitamine B12. Fait que c'est quand même très facile, justement, en C'est prenant ça. ces produits-là, d'avoir suffisamment de B12 là. Puis je pense que c'est justement quelqu'un qui veut faire cette transition-là, de prendre ces produits-là, c'est une bonne façon de facilement faire la transition parce que tu peux faire un peu les mêmes repas, les mêmes recettes que tu faisais, mais tu fais juste remplacer, dans le fond, la source de protéines. Puis plus tu deviens à l'aise, plus, dans le fond, là, tu peux essayer de peut-être éliminer un peu plus ces produits transformés-là, puis d'avoir une alimentation végane plus naturelle, plus santé. Mais sont très pratiques pour te dépanner, puis dans cette transition-là, où quand tu as le goût justement de faire un barbecue vegan, Oh, sont, ouais, sont disponibles. Ouais. exact. Puis, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui t'ont demandé ça. Est-ce que tu as remarqué un changement au niveau de ta performance quand tu as passé vegan puis pro en même temps? Tu sais? C'est ça, c'est difficile, c'est parce que tu as tellement plein de facteurs, mais de ce Ouais. que je trouvais, c'est que puis ce que j'ai le plus entendu, c'est justement de d'autres personnes qui ont été véganes, c'est plus, tu as plus d'énergie pour mieux récupérer tes entraînements. Je trouvais que je pouvais plus m'entraîner plus, mais je récupérais bien de ces entraînements-là. Puis c'est ce qui est vraiment recherché chez quelqu'un qui s'entraîne, tu sais, quand tu es triathlète ou tu t'entraînes plusieurs fois par jour, ou tu t'entraînes en tout cas chaque jour également. Ouais. Fait que c'est le fun de bien pouvoir récupérer. Puis c'est sûr que gérer, tu prends un gros steak le midi, c'est quand même plus difficile à ton corps à gérer ça. Fait que c'est sûr que manger des aliments un peu plus, mais plant-based, dans le fond, des protéines Ouais. plant-based, c'est un peu plus facile à gérer. Puis aussi, limiter, dans le fond, diminuer. Des fois aussi, c'est pas nécessairement ce que tu ajoutes à ton alimentation, mais ce que tu enlèves. Puis de réduire tous les aliments pro-oxydatifs, puis ajouter beaucoup d'aliments anti-inflammatoires, beaucoup de fruits et légumes. C'est sûr que ça peut avoir un effet positif sur ton alimentation, puis ton niveau d'énergie, puis ta santé également. Là. Ouais, 100%. Tu sais, je pense que tu sais, la diète nord-américaine moyenne est tellement mauvaise, tu sais, présentement. Puis, tu sais, on parle vraiment de la moyenne. Là, tu sais, je ne parle pas là, des gens sportifs ou les gens qui sont un petit peu plus health conscious là, sur leur santé, mais tu sais, la diète nord-américaine moyenne est tellement pas bonne puis trop calorique, là, tu sais, que moi, mon approche, c'est souvent, tu sais, je commence plus par voir un petit peu au niveau de la
quantité, parce que souvent, c'est la balance énergétique est juste complètement off, là, chez les gens qui ont de la misère avec leur poids. Puis, veut pas, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on essaie de contrôler pour la quantité un peu en premier, de dire, ben regarde, on va réduire un peu l'apport calorique, les gens rapidement se mettent à faire des choix un peu plus santé parce que sont capables d'aller chercher la satiété avec le volume parce que la bouffe est moins dense caloriquement que de prendre un Ouais, ouais, cheeseburger. ouais. Fait que le monde se dit ah, Colin, je mange moins de calories, mais j'ai l'impression que je mange plus. Puis ça, c'est souvent le gros déclic qui se fait que en contrôlant la quantité, la qualité finit par suivre parce que sinon, les gens ils ont juste faim. Puis c'est ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la bouffe hyper transformée, c'est hyper haut en gras, hyper bon. Le monde veut en manger, Mais oui. mais ton bun de burger, c'est plein de calories un peu vides, là, si on veut. Puis quand tu remplaces ça par des fruits et des légumes, tu te rends compte qu'il faut que tu en manges beaucoup. Là. C'est facile à être plein. Là. Puis même un exemple d'un aliment pas si transformé, mais c'est juste si on compare un jus de pomme versus manger des pommes, pour la quantité de pommes que ça prend pour faire un jus de pomme, c'est énorme. Si quelqu'un qui est un athlète ou quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, ça peut être des fois dépanné de prendre justement du jus parce que des fois, Ouais. tu as juste besoin de calories rapidement, puis même du sucre rapide, c'est bon de temps en temps. Mais quelqu'un qui veut perdre du poids, de éliminer tout ce qui est, dans le fond, les calories liquides, c'est une des façons les plus efficaces justement parce que tu réalises justement de prendre 4-5 pommes à la longue, très rapidement, tu vas être tanné, puis tu vas être Ouais. plein, puis tu n'auras plus le goût de manger d'autres pommes. Tandis que tu peux Exact. facilement caler un verre, ça goûte bon, puis c'est sucré. Ouais. Puis... Ouais, 100%. Mais je pense que en tout cas, la nutrition, c'est tellement un sujet vaste. Si tu es game à un moment donné, je ferais une deuxième ronde sur la nutrition spécifique au sport d'endurance, vraiment regarder un peu en détail ton approche, comment Ouais, ce serait le fun, ouais, tu sais. avant la course, la périodisation pendant les entraînements, puis pendant la course aussi, comment gérer ça là, après. Je pense que ça serait super intéressant. Là. Moi, c'est quelque chose de très complexe à la nutrition, là, puis que ce soit la nutrition pendant la course que la nutrition, tu sais, de ta vie quotidienne. Là. Puis c'est souvent, tu sais, quand ce que je reçois le plus de questions des gens, là, c'est par rapport à la nutrition, là, ouais. Clairement. Non, c'est vraiment la quatrième discipline du triathlon, hein, en fait. Ouais, 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 vraiment, là. Ouais. Écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je ne veux pas te retenir non plus indéfiniment. On pourrait en parler longtemps. Ça fait presque 2 heures déjà qu'on jase. Ça a vraiment été un plaisir de discuter avec toi de tout ça. Y avait-tu des choses que tu voulais mentionner ou, tu sais, exemple, tu es entraîneur, tu sais, est-ce que tu prends des gens? Comment est-ce qu'ils font pour te contacter? Comment ça fonctionne? En fait, mais les gens, ils peuvent me contacter comme sur Instagram, je pense que c'est la façon la plus facile. Là, c'est OK. @AntoineJDétry. Puis si ouais, justement, ils ont des questions pour le coaching. En ce moment, là, je suis vers la fin de ma thèse. Dans le fond, je vais essayer de le soumettre cet été. Mais tu sais, des fois, les gens ils peuvent me contacter quand même. Puis tu sais, on peut peut-être débuter aussi même Cool. à la fin de l'été ou des choses comme ça. Fait que c'est la meilleure façon aussi. Puis il va y avoir le lien également pour mon livre sur mon Instagram. Parfait. C'est devenir triathlète. Puis maintenant, c'est pas mal dans la majorité des librairies. Fait que c'est devenir triathlète, exercice, entraînement, nutrition, préparation mentale, quelque chose comme ça. Ouais. Super. Ben, je te remercie beaucoup. Puis je vais suivre avec intérêt tes courses, puis comment ça va là, au niveau de tes triathlons cet été. Puis je vais mettre dans Puis la est-ce qu'on va se description croiser? aussi. Est-ce que tu as des triathlons prévus cet été? Ouais, je vais commencer probablement avec l'Olympique à Tremblant pour juste me remettre dedans. Je vais faire le demi de Magog, puis probablement celui de Muscleman, l'autre demi. OK, cool. Puis peut-être quelque chose par équipe en fin d'été. Je trouve ça toujours cool. Ça change un peu la Ouais, ouais, ouais. dynamique. Ouais. Fait que, on va voir, mais peut-être un 3-4 courses cet été là, à peu près. OK, cool. Ah, mais en tout cas, on va se croiser possiblement à Tremblant. Je vais être là pour le demi-Ironman. Cool. Ben écoute, en espérant de te croiser là, je te remercie encore pour le podcast aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Le contenu fourni dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives. Il n'est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour toute question concernant une condition médicale.
Ne négligez jamais un avis médical professionnel ou ne tardez pas à le rechercher en raison de quelque chose que vous avez entendu durant un épisode. Aucune relation médecin-patient n'est établie en écoutant ce podcast. Les informations, points de vue et opinions exprimés pendant les épisodes sont ceux des individus impliqués et ne reflètent pas nécessairement les lignes directrices en place. Le contenu des épisodes ne doit être utilisé en aucune circonstance à des fins légales, y compris, mais sans s'y limiter, à l'établissement d'une norme de soins au sens légal ou comme base pour un témoignage d'expert. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des déclarations ou d'opinions exprimées dans ce podcast. Tout le contenu du site web julienmd.com ainsi que le podcast est dédié à améliorer la qualité de vie des gens en fournissant du contenu scientifique, accessible et concret. Il est essentiel pour moi de fournir le tout sans dépendre de publicité ou placement de produits pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts. Notre travail est entièrement possible grâce à nos membres. En retour, on leur offre du contenu exclusif et des avantages supplémentaires qui dépassent largement ce qui est disponible gratuitement. Pour nous supporter, allez au julienmd.com dans la section « Devenir membre » où vous trouverez aussi tous les avantages liés à l'adhésion. Vous pouvez me trouver sur Instagram et YouTube @JulienMartelMD.